La grille contraignante des loyers, on en parle depuis des semaines, des mois, des années même. Elle est là, enfin une ordonnance est passée et ça va faire mal, Eric. Cette loi existe depuis déjà quelques années, mais elle change, elle devient, alors c'est l'objet du débat, contraignante ou pas contraignante, mais en gros, quelqu'un qui paye un loyer peut aujourd'hui calculer la valeur théorique de son loyer et si ce qu'il paye est supérieur, eh bien, il peut aller devant une commission de concertation, demander que le loyer soit revu. C'est très ardu et on va avoir un chouette débat. En tout cas, la gauche crie victoire, la droite crie au scandale. On a proposé d'inviter un député, celui qui est à la base de la loi, Martin Casier. On a aussi décidé d'inviter Louis Clipele qui régulièrement aussi se positionne contre cette loi. On va les recevoir ici en plateau. Toi, Eric, je te propose de te mettre dans le fauteuil, de nous regarder, de nous écouter, de revenir à la fin pour les challenger. T'acceptes le défi ? Et ça va chauffer. Merci Eric, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous des Proprios en collaboration avec Imovlan, PNV, Eloya, Brico et Thomas Épiron. Ils font l'actualité maintenant depuis quelques jours, quelques semaines. Ils ont accepté notre invitation. Martin Casier est avec nous. Bonjour Martin. Bonjour. Député socialiste. Il a accepté l'invitation. Merci vraiment. Avec grand plaisir en tout cas. Parce que de base, sur papier, t'es pas forcément en terrain conquis. Non, mais je pense que c'est important toujours d'aller expliquer. Alors on a le droit de pas être d'accord, mais en tout cas, il faut déjà savoir sur quoi on est d'accord ou sur quoi on n'est pas d'accord. Et je pense que ça va être l'objectif de bien clarifier ça aujourd'hui. Et puis face à toi, une personnalité du MR. Il est député. Il a aussi combattu avec ferveur sur les réseaux sociaux cette loi que tu as initiée, Martin. Louis de Clipele est avec nous. Merci Louis. Bonsoir David, bonsoir tout le monde. Première pour vous deux sur le plateau. Tout à fait. Contrairement à Vincent, el professeur. Forcément, j'avais besoin de lui sur ce plateau émission politique. Voilà, moi je le dis les amis, je suis animateur, je suis pas journaliste. Donc parfois, je partagerai aussi mon sentiment. Mais par contre, Vincent, lui, tentera de mettre des arguments chiffrés, du fond, de la profondeur. Moi, je parle avec le cœur. D'accord, je suis là pour, c'est déjà pas mal. Pour vous représenter. Puis en fin d'émission, je vous le dis, vous allez retrouver un de vos chroniqueurs préférés aussi, Eric Spitzer. Il est en coulisses, il occupe à regarder l'émission. Il est prêt à sortir ses gants de boxe en fin d'émission pour venir challenger nos amis députés qui sont là aujourd'hui. La grille contraignante des loyers. Vincent, avant de donner la parole à Louis et à Martin, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit et pourquoi on en parle aujourd'hui dans cette émission ? Voilà, merci pour l'invitation. Bonjour Martin, bonjour Louis. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait facile de lire le texte et de le comprendre. Je pense qu'il est sujet à pas mal d'interprétations. Tu as utilisé le mot contraignant, je ne pense pas, mais on va peut-être avoir d'autres sons de cloche qu'elle soit vraiment contraignante. Il faut savoir qu'il y a une grille qui s'appelle pour l'instant la grille indicative des loyers. J'aimerais bien revenir plus tard dessus pour argumenter ou pas comment elle a été construite et si elle reflète vraiment la réalité du marché. Donc il y avait une grille indicative des loyers. On l'a rendue un petit peu plus présente dans les baux de location environ l'année passée, puisque maintenant on doit mettre dans un contrat de bail de location votre loyer est à autant, mais suivant la grille indicative des loyers, votre loyer devrait être compris dans cette fourchette-là. On est allé un pas plus loin vendredi. Quand on n'était pas d'accord avec, si on pensait que son loyer était assez élevé ou abusif, on pouvait aller à une commission paritaire des locataires. Hein. Paritaire locative, ouais. Voilà, exactement. Mais ça prenait du temps. Il y a eu très peu de cas. Je pense qu'il y en a eu 4 qui sont allés en justice. Un qui a abouti avec un jugement entre les deux. On a donné un petit peu raison aux propriétaires, un petit peu raison aux locataires. Ils ont tranché entre les deux en termes de prix. Et donc, depuis vendredi dernier, c'est devenu un peu plus contraignant sans être vraiment contraignant encore. Mais donc, la procédure pour aller devant le juge de paix est plus facile qu'auparavant. Et effectivement, si on peut démontrer qu'on est vraiment hors loyer ou qu'il y a un défaut dans l'appartement, eh bien, on peut s'aider du juge de paix pour réduire son loyer. Alors, on a un résumé global donc de ce qui s'est passé. Martin, j'ai envie de creuser 2 secondes avec toi. L'origine, pourquoi c'était pour vous prioritaire dans un moment où Bruxelles avait peut-être besoin, je ne sais pas, d'autre chose? Pourquoi c'était quelque chose qu'il fallait mettre en place aujourd'hui, maintenant? Oui, je crois que c'est important. C'est une bonne question, en fait, parce que je sais qu'il y a énormément de pression sur les propriétaires bailleurs. Il y a des pressions en termes du délai d'obtention de permis d'urbanisme. Il y a aussi des réglementations PEB qui viennent s'ajouter. Donc, effectivement, c'est un moment qui est compliqué, c'est vrai. Mais c'est aussi un moment où on voit depuis maintenant de longues années que le prix de location ne fait qu'augmenter. Et surtout que la part
du prix du loyer augmente dans le portefeuille des ménages. Autrement dit, en fait, les loyers ont grandi plus vite que l'indexation et que l'inflation. Et donc là, on voit bien qu'il y a une tension qui se crée sur le marché. À la fois, il faut que les bailleurs puissent s'y retrouver, mais il faut aussi que les locataires puissent s'y retrouver. Et quand tu dis pourquoi maintenant, mais en vérité, c'est pas maintenant. Le texte, il a été discuté et voté en 2021. Avec à l'époque l'abstention du MR et l'abstention en fait de la majorité des autres partis. Seule la NVA avait voté contre. Et on avait tout ce dont on parle aujourd'hui existait déjà dans le texte. Mais la partie contraignante, c'est-à-dire la partie pour pouvoir recourir devant le juge de paix et donc d'obtenir une réduction de loyer, n'avait pas été activée. Donc elle était déjà écrite, mais ça n'avait pas été activé par le gouvernement. Et ce qu'on vient de faire vendredi, c'est de la rendre effective. Donc effectivement, à partir du 1er mai, ici, un locataire qui pense que son loyer est abusif, présumé abusif, eh bien, il pourra aller auprès du juge de paix ou auprès de la CPL pour aller demander un avis. Et cet avis pourra éclairer le juge de paix pour trancher, oui ou non, si le loyer doit être réduit. Je dis aussi qu'à l'inverse, par ailleurs, puisque l'ordonnance le prévoit, ça peut aussi être un loyer à la hausse, avec certaines conditions, évidemment, si le propriétaire, lui, estime, par exemple, que son loyer est trop bas par rapport à la réalité du marché. On va aller dans les détails, Martin. Merci. Louis, quand tu vois la raison d'exister de cette loi, finalement, on peut qu'être d'accord. Si tu es bruxellois, tu peux te rendre compte comme qu'effectivement, les loyers explosent. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de pouvoir trouver un bien quand on est maman solo et même quand on est un jeune couple avec un salaire très très bas. C'est dur de loger à Bruxelles. Donc cette mesure, elle a du sens, non? Alors parfaitement, là où tu marques un point, c'est que sur l'esprit, l'idée de constater que pour de plus en plus de ménages à Bruxelles, c'est difficile de pouvoir se loger. Ça, c'est un constat qui est partagé par tout le monde. Martin en a parlé, quand on revoit l'ordonnance de 2021, en fait, nous, on s'était abstenus sur la mesure parce que l'idée, l'esprit de pouvoir avoir une vue sur des situations qui manifestement seraient vraiment dans une situation abusive, on pouvait l'entendre, mais on était très circonspect sur la manière, sur l'outil, sur comment on pourrait vraiment la mettre en place. Ce qu'on aimait bien aussi, c'est d'avoir une commission paritaire locative. Pourquoi ? Parce que ce principe d'avoir une commission paritaire, c'est avoir un outil concertatif où il y a une représentation des bailleurs, des propriétaires, qui puissent avoir une manière de donner leur opinion. Donc ça, ces éléments-là faisaient qu'on n'a pas voté contre. Okay. Mais c'est pas pour autant qu'on a voté pour, parce qu'on avait peur d'une chose, et une chose qui est venue maintenant sur l'ordonnance de 2025, c'est qu'on en a parlé, on avait une grille indicative de référence. Alors l'esprit de cette grille, c'est de pouvoir être un reflet réel des prix qui sont pratiqués sur le marché. Ça, c'était l'idée en 2017, quand la ministre Frémaux est venue avec cette idée. On l'a utilisée pour essayer d'aller vers une lutte des loyers abusifs. Mais le problème qu'on a, c'est que la grille indicative des loyers n'a pas du tout été alimentée d'une manière à s'assurer qu'elle reflète réellement les prix du marché. Et pourquoi est-ce que c'est un problème ? C'est qu'on a un double discours. En fait, la grille indicative des loyers a laissé place au système du loyer de référence. En fait, quand on va dans la technicité, c'est plus vraiment une grille. Chaque bien qui est mis sur le marché peut rentrer des données, comme vous pouvez le voir sur la plateforme loyer.brussels, et chaque bien va avoir son loyer de référence qui ressort. Et ce loyer de référence, en fait, n'est plus vraiment un reflet des équilibres du marché. Alors, c'est là où je pense que c'est le premier argument souvent qu'on met sur la table, c'est qu'on dit voilà, ces critères parfois sont un peu bizarres. Vincent, toi, tu as été creusé un peu. Tu l'as évoqué aussi sur le plateau. Tu as dit qu'un des problèmes, c'était notamment le fait qu'on se basait sur des mètres carrés. Alors, ok, c'est une méthode de calcul qu'il faut, qu'il faut peut-être préciser parce qu'il y a, tu nous avais dit qu'il y avait plus ou moins 15 manières différentes de pouvoir... Mais en fait, voilà, sans rentrer dans le débat politique, je me suis penché sur la grille des loyers. Donc, j'ai été pas plus tard que cet après-midi sur Loyer Bruxelles pour un petit peu regarder comment ça se passe. Alors, l'outil est assez bien fait, assez facile à utiliser. Donc, la première question qu'on pose, de quoi on parle, un appartement, un studio, une maison, facile à répondre. Combien de chambres, facile à répondre. Et puis, on demande une question qui a l'air tout à fait anodine, c'est le nombre de mètres carrés. Qui n'est pas anodine. Voilà, la question n'est pas du tout anodine. Alors, j'ai rapporté quelques documents. Donc, en 2018, la région de Bruxelles-Capitale, par l'intermédiaire de Urban, a organisé un séminaire sur les codes de mesurage. Et donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 codes de mesurage différents en mesure à Bruxelles. Alors,
Vous savez que je donne cours à des gens voilà, qui manient quand même assez bien les chiffres, des futurs ingénieurs civils, et je leur pose chaque année la même question. Je leur demande, au début de mon cours, c'est quoi 1 mètre carré? Ils me regardent, l'air de dire, non mais franchement, De quoi tu parles? après 5 ans et tout, bon. Et ils me disent, voilà, c'est 1 mètre sur 1 mètre éventuellement, etc. Je dis, et à quoi ça sert? À mesurer des surfaces. Bon, ben vous allez mesurer la surface de l'auditoire dans lequel on est. Et alors ils commencent, parce que ça les amuse, et puis ils me disent, oui mais on commence à compter où? Oui. Le mur, pas la porte, le radiateur, etc. Puis je dis, mais faites comme vous voulez, mais vous me donnez une surface. Et en fin de journée, en fin de cours, on a des surfaces différentes avec des écarts de 10 à 15%. Et donc là, il y a un premier problème. Alors j'ai été voir aussi sur le site, et dans le site, mesure de la superficie, c'est la superficie plancher totale, mais chaque partie reste néanmoins libre de calculer celle-ci, l'outil ayant une portée indicative et non contraignante. Donc déjà sur loyer par mètre carré, quand on divise par mètre carré, on ne sait déjà pas ce qu'on doit mettre. Dans la partie loyer, si on va un peu plus loin sur le site, on peut mettre qu'on a une cave, un grenier, truc et machin, mais on ne sait pas si le loyer correspond aussi à la cave, au grenier, au parking ou pas. Donc les gens qui rentrent des données dans cette grille indicative, ils le font sans doute de bonne foi, mais le résultat qui va en sortir, malheureusement, ne reflète pas, je pense, la réalité du marché. Et je continue, mais je te relaisse la parole. Dans ce même site aussi, et c'était encore là cet après-midi, sur le site même, il est indiqué, il a en effet été estimé qu'un blocage strict des loyers ou un encadrement trop contraignant risquait de causer un désinvestissement important des bailleurs dans leur logement. Donc, la région vote pour rendre cette grille contraignante, mais dans l'outil qui sert à justement calculer ces loyers indicatifs, il est marqué que rendre contraignant ces loyers avait un effet négatif sur le marché. Donc j'ai trouvé ça un petit peu disruptant comme... Martin, et tu as réagi, je pense aussi, à cette attaque qu'on te faisait par rapport à cette grille qui n'est pas très bien pensée, et tu as répondu en disant oui, mais on la fera évoluer dans le temps. Et là, quand une ordonnance passe, c'est compliqué de la faire changer. Non, ça tu as raison, ma réponse était un peu plus nuancée que ça. D'abord, oui, la grille, on va devoir évidemment, et c'est une amélioration infinie. 2, donc ça c'est 1, c'est clair. 2, effectivement, aujourd'hui, tu ne sais pas caractériser un bien juste avec un outil informatique. Un bien, c'est bien plus qu'un outil informatique. C'est aussi une localisation. Est-ce que la fenêtre, vers où elle est orientée? Un peu plus de lumière, un peu moins de lumière. Est-ce qu'on voit le parc? Est-ce qu'on voit pas? Est-ce qu'on voit un lampadaire ou est-ce qu'on voit un arbre? Tout ça, ça définit ton prix. Et donc c'est bien pour ça, et tu l'avais rappelé Vincent dans ton introduction, qu'en réalité, on n'a pas transformé la grille en une grille contraignante. C'est-à-dire que le propriétaire a le droit de proposer un loyer qui dépasse de 20% la grille. Mais dans ce cas, son loyer est présumé abusif, c'est-à-dire qu'en fait, il va devoir, si on lui pose la question, si le locataire lui pose la question, s'il va à CPL, justifier pourquoi est-ce qu'il estime que son loyer, c'est normal qu'il dépasse la grille d'autant. Autrement dit, la charge de la preuve va incomber au propriétaire pour aller justifier pourquoi. Donc ça, c'est ça le mécanisme en fait qu'on met en place. On n'interdit pas en tant que tel, mais on dit « Ah, il y a une présomption ». Si tu es vraiment au-dessus, il y a une présomption. Et pourquoi? Parce que précisément, la grille ne peut pas tenir compte de tout. Et ce que tu disais, Vincent, sur les mètres carrés, c'est très vrai. Et c'est un vrai problème. D'ailleurs, au-delà même de la grille, on sait bien que, en fait, dans les annonces, il n'y a pas de cohérence de présentation des mètres carrés parce que le propriétaire, il a toujours un peu tendance à augmenter le nombre de mètres carrés parce que c'est plus facilement louable et ainsi de suite. Et donc là, on a un vrai besoin de clarifier cette réalité. C'est très clair et on n'a pas eu l'occasion de faire ça sous la législature précédente. Et je terminerai, David, et puis je te rends la parole, par dire, c'est bien pour ça qu'on n'a pas fait une grille 100% contraignante, mais une grille qui donne une indication et puis un juge de paix parce qu'à la fin, c'est ça, c'est le juge qui va définir si le loyer est abusif ou pas, sur base d'un ensemble de critères. Et donc, ce n'est pas juste la grille. Par exemple, à Berlin, c'était un montant qu'on n'avait pas le droit de dépasser. Et c'est aussi pour ça, Vincent, que sur le site de loyer.bruxelles, on continue à dire qu'un encadrement strict des loyers a des effets négatifs. Et ça, pendant les auditions, parce qu'en fait, on a, si tu veux, avant le vote de ceci, on a organisé 3 semaines d'audition. On a eu un économiste de Gand, Sven Damen, qui était par ailleurs très intéressant et qui a bien démontré que si on fait un encadrement strict en disant il y a des loyers à ne pas dépasser, en fait, ça a des effets sur le marché et c'est normal. Et c'est ce qu'on n'a pas voulu. C'est précisément ce qu'on n'a pas voulu faire. Et donc, on est entre les deux de tout ça. Et j'ajouterais, c'est le dernier élément,
Que c'est vrai que la grille, on peut, comme le disait tout à l'heure Louis, dire elle date d'il y a longtemps, elle n'est pas à jour. Bon, d'abord, la grille, elle n'a pas vocation à représenter un nouveau contrat de bail qui arrive sur le marché. Elle veut représenter la réalité du marché, y compris tous les contrats de baux en cours. Et on a, heureusement, d'ailleurs, plein de propriétaires qui n'indexent pas chaque année, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc cette réalité de marché-là, c'est clair que si je suis propriétaire, que j'ai un logement tout neuf, que je viens de rénover et que je mets sur le marché pour une première fois, la grille, elle sera toujours inférieure à la valeur réelle marchande du bien. Et c'est pour ça qu'on a créé cet espace d'appréciation du juge et de la CPL. Louis, je te donne la parole dans un instant, mais j'ai quand même envie de te titiller un peu, Martin, parce que quand je t'entends, j'ai l'impression que pourquoi avoir lancé ça maintenant en partant d'un outil qu'on sait pas fini, qu'on sait approximatif, qu'on sait qu'il faut l'améliorer. Alors pourquoi ne pas avoir attendu de développer un outil qui était le plus fiable possible? Parce que, mais donc c'est une super bonne question et elle est très juste, et sans doute sur ça, Louis et moi, on ne sera pas d'accord. Mais durant les auditions qu'on a eues pendant 3 semaines, on a interrogé les acteurs qu'on a eus sur précisément cette question. Est-ce que la grille, moyennant ces améliorations, est-ce qu'elle est quand même suffisamment fiable? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle dit des choses qui veulent dire quelque chose? Autrement dit, en science, est-ce que ça dit quelque chose? Eh bien, là, si on compare avec l'étude de référence européenne qui s'appelle l'étude Silk, on voit que la grille des loyers est juste au-dessus, donc elle est plus élevée que l'étude de référence européenne, et elle suit exactement la même tendance. Donc oui, il y a une cohérence, et puis alors on a aussi comparé la grille avec Federia, par exemple, et bien sûr, c'est pas les mêmes montants, parce que Federia, c'est juste les nouveaux baux, mais on voit aussi que d'année en année, les différences restent parfaitement cohérentes entre Federia et la grille des loyers. Donc la manière dont la grille a évalué dans le temps, eh bien, elle est cohérente. Donc si en 2020, elle était juste, ou en tout cas suffisamment juste que pour le MR s'abstienne, aujourd'hui, elle l'est toujours. Louis, quand tu entends ça, parce que les arguments, on cite des Federia, on cite des études. J'ai envie de suivre Martin et dire elle est bien cette grille. Alors, elle est juste au-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire en effet. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et il y a beaucoup de choses à y répondre. Premièrement, sur la fiabilité de la grille, dire mais oui, regardez, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grille, elle a été alimentée par des études en 2017, 2018 et 2020, 14 000 baux. Sur base de sondages, on a demandé à des gens dans des wasserettes, on a appelé des gens, on leur a dit quel est le montant de votre loyer, combien de mètres carrés vous avez, et on s'est basé sur leur simple témoignage comme une information véridique qu'on a intégrée. Des visites, toute une série de systèmes. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2020? On a simplement indexé la grille. C'est vrai. Et le problème qu'on a, un problème majeur qu'on a avec ça, c'est qu'on a les partis qui nous ont présenté l'urgence sur ce texte, qui disent il faut urgemment agir parce que les loyers augmentent plus que l'indexation. Okay. Mais l'outil qui est censé représenter le marché, à lui, on l'a indexé. Mais pas depuis 2020, en fait. Et c'est ça qui était intéressant dans les études. Non, si, c'est indexé depuis 2020. Oui, mais depuis 2020, on voit que les prix des loyers ont respecté plus ou moins l'indexation. Et l'analyse qui a été faite par Thibaut de Mentem, c'était un des experts qu'on a eu, est très claire là-dessus. En fait, on a eu une décorrélation entre l'indice santé et les loyers, principalement avant 2018, et sur une période de 4-5 ans, avec une très forte impact, avec 7% de différence entre les deux. Mais ça s'est restabilisé depuis la fin du Covid, donc il y a eu une explosion sur les prix de vente, mais ça c'est encore autre chose. Mais sur les prix de location, ça s'est restabilisé. Et donc effectivement, depuis 2020, on a bon an, mal an, avec une petite différence, il faut être honnête, mais plus ou moins suivi l'indice santé, alors qu'il y avait eu une longue période précédemment qui n'était pas le cas. Louis, et après pour clôturer, vas-y Louis, et après pour clôturer 2 secondes, j'ai envie d'avoir l'avis de Vincent justement sur finalement vers qui se tourner là. Quels sont les arguments les plus percutants? Du coup, j'ai un gros problème avec les éléments que Martin a présentés ici parce que il parlait de l'urgence de devoir arriver avec ce texte maintenant, avec une grille qui n'est pas aboutie, en disant il faut agir. Il y a beaucoup de signataires parce qu'il y a des gens qui ont soutenu ce texte, qui crient haut et fort que les loyers explosent. Ouais, et que donc c'est ça l'enjeu qui fait qu'on vient avec ce texte maintenant, qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, mais l'urgence prime. Mais donc, on ne peut pas avoir cet argument-là, et puis dire, c'est vrai que depuis 6 ans, les loyers n'ont pas augmenté plus que l'inflation, et donc n'ont pas eu un impact plus fort sur les ménages bruxellois. Il y a une schizophrénie sur ces arguments qui est quand même problématique. Un autre élément qui est difficile, c'est que on a fait des auditions, et on a Hugo Périlleux, chercheur et géographe à l'IGEAT, qui est venu présenter une présentation. Et Hugo Périlleux, c'est la personne que le gouvernement précédent a mandaté pour mettre en place les mécanismes de calcul de la grille indicative. Qu'est-ce qu'il a dit, Hugo Périlleux? Parce qu'on lui a demandé, quand même une information qui est très importante, combien de logements vont être concernés par cette mesure, cette notion de présomption abusivité? Combien? Parce que c'est bien de dire il faut lutter contre les excès.
une mesure, si ça concerne 5 000 biens, 10 000 biens, 70 000 biens, 200 000 biens, forcément, ça va avoir des impacts différents. On va avoir une mesure plus ou moins sévère ou plus flex sur la manière de l'aborder. Et lui a dit, à mon estimation, il y a 20% des biens qui seront concernés par cette abusivité. Et il a dit, il y aura un impact moins fort sur les entrées de segments de marché, donc les quartiers populaires, qui sont quand même le cœur de cible de l'esprit de cette ordonnance, et un impact plus fort que 20% sur le haut segment du marché. Le haut segment du marché, c'est quoi? C'est le neuf, c'est le rénové, c'est les biens avec des bons PEB. Et donc, quand on a le père du loyer de référence, celui qui l'a vraiment ficelé, qui vient expliquer que cette mesure va avoir un impact plus fort sur les gens qui investissent dans le logement à Bruxelles, ça devrait faire sonner une sonnette d'alarme, de dire « Ouh là là, ce mécanisme, c'est peut-être pas le moment de le lancer tel quel ». Et en plus de ça, Hugo Périlleux, il a été choisi par le gouvernement, il est peut-être très bon géographe, mais à côté de ça, il a aussi exprimé des opinions dans le cadre de sa profession, que ce soit au sein de colloques de Bruxelles Logement, où il explique que selon sa vision philosophique de l'économie, il considère que les propriétaires, les bailleurs, sont une sorte de parasites économiques qui viennent se nourrir d'une situation où des gens essayent de se loger, et donnent de l'argent, et eux, ils viennent comme un intermédiaire qu'on n'a pas vraiment besoin, un peu rechercher cet argent. Et c'est là où nous, on a une vision qui est fondamentalement différente. C'est que nous, on considère que les gens qui viennent investir, ils viennent proposer un service. En fait, ils viennent prendre un risque, ils viennent investir, ils viennent acheter un bien, ils vont le rénover. Et puis, il y a des gens qui cherchent à pouvoir se loger. Eh ben, il va y avoir un échange de services. Alors, c'est sûr que les gens ne viennent pas exactement de position d'égal à égal, mais on s'y retrouve d'avoir beaucoup de propriétaires bailleurs qui viennent proposer des biens et des gens qui essayent de se loger. Et donc, quand on a la personne qui a pondu la grille, qui a un positionnement pareil, philosophique, et affiché, je ne suis pas en train de dire ce qu'il pense en privé, je suis en train de dire ce qu'il explique publiquement. Il y a un caractère personnel et un caractère scientifique, et je comprends le point, Louis, que tu veux mettre en avant, mais je crois qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de dire qu'il y a ce qu'il fait comme chercheur, il y a ce qu'il peut dire comme opinion. Moi, je n'ai pas de difficulté avec le fait que, et je ne le défends pas, entendons-nous bien, je ne partage pas cet avis. Mais je pense qu'on ne peut pas utiliser l'argument de choses qu'il a dites pour discréditer l'outil qu'il a mis en place, parce qu'alors ce serait discréditer la méthode scientifique avec laquelle il a travaillé. Je crois que s'il y a des doutes sur la méthode, parlons des doutes sur la méthode. Mais on ne peut pas utiliser un argument qui est un argument d'expression par ailleurs pour laisser planer le doute sur la méthode scientifique. Je crois que ce n'est pas un argument souhaitable. Je le redis moi-même, je ne suis pas d'accord avec cette expression. Pour autant, je pense que ce qu'il a fait dans la grille est scientifiquement rigoureux. Donc je crois que tu le répétais, mais je me permets de... ton opinion. Non, mais c'est pas une opinion ici. Je crois que c'est pas une question d'opinion. C'est une question de respecter le processus scientifique d'un élément. Il y a un élément qui a été dit, puis il y a un élément de processus scientifique. Je crois qu'on gagnerait tous à rester dans ce cadre. Et cette logique, on peut la comprendre aussi. Vincent, tu viens d'écouter sur quelques arguments ici qui ont été partagés. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Est-ce que tu as envie de réagir par rapport à ce qui vient d'être dit? J'ai envie de réagir sur plusieurs points. Alors, on parle toujours de cette corrélation entre l'augmentation de l'indice des prix et l'augmentation des prix de l'immobilier. Alors là, c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal vraiment à accrocher, parce que l'indice des prix, c'est le fameux panier de la ménagère, comme on l'appelle. Comme on l'appelait. Voilà. Et dans le panier, dans ce fameux panier, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de châssis, il n'y a pas de dalle de toiture. C'est vrai. Ce ne sont pas des produits qui ont subi une augmentation qui a été terrible qui est présente depuis 2 ans. On ne parle pas d'augmentation de 3 à 4% par an. On a subi, dans le secteur de la construction, des augmentations de 20 à 30%. Il est normal, donc, que l'augmentation des prix de l'immobilier soit plus élevée. Voilà, on peut pas dire autre chose, je pense. Donc, on ne peut pas corréler ces deux indices. Ça, c'est la première chose que je voulais lire. Et encore une fois, je trouve que voilà, si ce fameux panier augmente de 2, 2,5, 3% par an et que les prix de l'immobilier augmentent de 5%, eh bien, l'augmentation des prix de l'immobilier me semble assez raisonnable par rapport... Alors, je vais me faire... on va me dire que je vis sur une autre galaxie, mais quand on regarde vraiment, les prix de la construction ont augmenté de 20% et les prix de l'immobilier n'ont augmenté que de 5%. J'utilise bien des guillemets. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'on ne peut pas corréler les deux choses. Après, Bruxelles est confrontée, en termes de logement, à un problème de pénurie. Il manque du logement. Alors, il manque du logement de tout type, mais voilà...
disons qu'on met de côté les gens qui savent se payer leur villa à 1 million et leur appartement à 1 million. Donc, en termes de logement abordable, il en manque, en tout cas, demain, entre 40 et 50 000. Bruxelles, on a dit oui, on n'est pas une capitale en augmentation, en expansion. C'est faux. Il y a eu 8 000 personnes en plus à Bruxelles. Alors 8 000, c'est pas grand-chose, mais 8 000 personnes, c'est entre 3 et 4 000 appartements. Et donc chaque année, il faut produire 3 à 4 000 appartements, en plus de résorber ce manque de 40 à 50 000 logements. Alors le secteur privé, il en fait entre 3 et 4 000. Le secteur public, il en fait en moyenne 150 par an depuis 10 ans. Alors Nawal Benamou, je trouve qu'elle a fait un excellent boulot. Elle est passée de 150 à 250, avec des manières différentes, assez innovantes. Elle est un peu sortie, je pense, de son carcan, de son parti. Et pour ça, vraiment, je la salue et j'apprécie beaucoup son boulot. Mais si on faisait confiance uniquement au pouvoir public pour résorber ce trou, j'ai calculé, il faut entre 100 et 150 ans. Voilà, ça n'a aucun sens. Vincent, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire, en fait, globalement, que pour toi, cette mesure risque de faire peur aux investisseurs et que le privé ne va plus investir à Bruxelles. Alors, le message est mauvais. Peut-être, je ne veux pas faire de politique, bon, pas bon, mais le message est mauvais. Ça a été annoncé vendredi, on est à peine mardi. Moi, j'ai 3 développeurs qui m'ont dit vous êtes complètement faux à Bruxelles, nous, on arrête. Et je dis, mais lisez quand même bien le texte. Ils disent, non, mais quand on commence dans ce schéma-là, on nous a déjà mis des bâtons dans les roues. Pour ça, la PEB, truc et machin. Nous, la Belgique, c'est un grand terrain de jeu. On vient plus à Bruxelles. Et si la Belgique devient trop compliquée, on peut encore aller à l'étranger. Donc ça devient vraiment compliqué et on a besoin, on les aime ou on les aime pas, mais le secteur privé apporte des solutions. Alors Martin, et je voudrais, encore une fois sur cette grille des loyers, est-ce qu'elle reflète le marché? Alors j'ai fait un petit exercice quand même de recherche. C'est quoi l'appartement dont on parle qui manque à Bruxelles? C'est l'appartement, donc j'ai fait une recherche sur un appartement dans les Marolles, 85 mètres carrés, 3 chambres. C'est l'appartement type dont on manque à Bruxelles. Et donc, j'ai été sur Loyer Bruxelles et j'ai fait 3 simulations. C'est ce même appartement avant 2000, pas de double vitrage. Avant 2000, avec double vitrage. Après 2000, avec double vitrage. J'ai pris les loyers. Et donc, on évolue entre un loyer moyen de 882 et 1172 € pour cet appartement. Alors, j'ai fait des petits calculs, etc. Le loyer le moins cher, ça correspondrait à un prix de vente de 2250 € du mètre carré. Actuellement, on construit à 1800 € du mètre carré. Donc, il ne reste même pas la place pour payer les droits d'enregistrement et il y a zéro marge pour le développeur. Donc, ça ne va pas vraiment attirer un développeur. Avant 2000. Alors, si je prends le nouveau, un peu plus cher. Il te challenge. Ah, mais c'est très bien. Mais voilà, je me suis préparé. On prend le nouveau. Donc, ce même appartement après 2000 avec double vitrage. Alors, la grille des loyers qui fait une distinction avant 2000 et après 2000, je pense qu'il faudrait quand même rajouter un petit peu des timings là-dedans. On arrive à un prix de vente pour le développeur immobilier avec un rendement de 4,5%. Ça fait pas, c'est tout à fait raisonnable. On est à moins de 3000 € du mètre carré. Actuellement, un produit fini qui respecte le PEB où le promoteur ne se prend pas de marge, on est à 4 000 €. Donc si on lui annonce 3 000 € pour construire ce fameux appartement dont on a besoin, il ne vient pas à Bruxelles et donc on le fait fuir. Et c'est ça que je trouve assez terrible. Alors j'ai été un petit peu plus loin, donc j'ai été sur le site tu vas faire toute l'émission toute seule, Vincent. J'ai été sur le site de notre partenaire Immovlant et j'ai fait cette recherche. Je cherche un appartement de 85 mètres carrés, 3 chambres à Bruxelles, avec un loyer compris entre 882 et 1172 €. J'en ai 4. Alors, soit la grille ne reflète pas la réalité, soit le marché est vraiment saturé, mais ça je ne crois pas, soit on a plein de propriétaires qui abusent, entre guillemets, encore une fois. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de décalage et je rejoins quand même certaines opinions. L'outil, voilà, il a beaucoup de... Je m'exprimerai peut-être après là-dessus, mais je pense qu'on n'était pas prêt et ça va créer plus de problèmes dans le marché que ce que ça ne peut en résoudre, parce que ça, voilà, il y a pas de confiance et quelqu'un qui va devant le juge de paix, un bon avocat qui va devant le juge de paix, qui montre bêtement ça et qui dit attendez, votre échantillon c'est sur 14 000 biens sur un parc immobilier de 600 000 biens, c'est 2%, enfin 2%, c'est pas représentatif, surtout qu'on peut sortir des exemples qui sortent du cas. Donc je pense que l'avoir sorti maintenant va avoir plutôt un effet négatif
sur le but qui est tout à fait louable, essayer d'encadrer des loyers ou en tout cas de marquer un cadre de référence. Je trouve ça dangereux. Voilà. Martin, belle, longue, mais très belle démonstration. Toi qui fais confiance aux mathématiques, à la science, quand tu entends ça, tu peux qu'être d'accord aussi avec ça et dire qu'il y a quand même un truc qui va pas. Donc, ce que dit Vincent est d'abord très important. Et sur les coûts de construction, avant de revenir sur la grille, tu as dit, Vincent, et je partage ça en fait. C'est normal que les coûts de construction de l'immobilier ne suivent pas l'indice santé. Ben ouais, effectivement, c'est normal. Le problème, c'est qu'on utilise l'indice santé pour augmenter le salaire des travailleurs et des travailleuses. C'est pour ça que l'on fait le lien. On ne fait pas le lien pour dire que c'est le bon observable pour l'immobilier. On fait le lien avec l'indice santé parce que c'est comme ça qu'évolue le salaire des travailleurs et des travailleuses. Et donc, effectivement, entre les deux, il y a une différence. Et quand on dit qu'il y a une différence, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des salauds de promoteurs qui se mettent du fric sur le dos des gens. Pas du tout. Je suis juste en train de dire qu'objectivement, pour les familles, la part, donc, dans leur budget, augmente. C'est simplement ça. Et qu'on doit s'attaquer à ça. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Mais sinon, sur le fond, tu as évidemment tout à fait raison. Et moi, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on modifie l'indice santé pour y intégrer les coûts de construction et qu'on puisse mieux augmenter le salaire des travailleurs et des travailleuses. L'ouverture, je trouverais ça une très bonne idée. Une deuxième, c'était plus en boutade, ça poserait d'autres difficultés pour les entreprises. Mais je le dis, je pense qu'effectivement, c'est un débat. Deuxième chose que je voulais dire. Ce que dit Vincent sur le fait que les investisseurs, déjà 3 développeurs disent j'ai pas envie et tout ça, m'interpelle évidemment et m'inquiète. C'est pas du tout le message qu'on veut faire passer. Et mais c'est celui qui passe. Oui, mais c'est pour ça que je pense que c'est bien d'être ici et de pouvoir être clair sur l'objectif. C'est pas le message qu'on veut faire passer parce que oui, et la démonstration en termes de nombre est très juste. De toute façon, on n'est plus au communisme. C'est pas le public qui va construire les logements pour s'en sortir dans une ville. On a besoin évidemment de partenaires. Alors comment vous compensez alors puisque... Bien, donc j'y arrive maintenant sur la fin. Ce que tu disais sur les calculs de la grille, c'est juste. Je mets pas en doute ça. C'est bien pour ça d'ailleurs que la grille n'est pas contraignante. Je le redis. Donc, si un promoteur, en faisant une construction, développe du logement, comme tu le disais, et on arrive à 4 000 € du mètre carré pour un bien qui est de qualité remarquable. Parce qu'un bien neuf, double vitrage, qui respecte le PEB d'aujourd'hui, ce sera un bien d'une qualité remarquable, largement supérieure aux moyens des Marolles. Pour les gens qui habitent, pour les Maroliens qui nous écouteraient, la qualité du bâti n'y est pas fondamentalement remarquable. Et donc, il est tout à fait légitime que le propriétaire, le bailleur, mette un loyer qui dépasse de 20% la grille. Simplement, dans ce cas-là, il faudra qu'il puisse justifier auprès de la commission paritaire locative cela, de dire, ben voilà, moi c'est normal parce que dans le cadre des Marolles, les biens sont de très mauvaise qualité, moi j'ai fait quelque chose qui est en PEB A, de telle qualité, avec tel type de matériaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et fondamentalement, le juge tranchera s'il estime ou pas que le propriétaire a raison dans son calcul. Mais ça va surtout permettre, parce qu'en vérité, Louis le disait tout à l'heure, l'objectif n'est pas de s'attaquer en fait au sommet du marché, à des biens d'une grande qualité. L'objectif est surtout de remettre de l'ordre dans les biens qui sont de moins bonne qualité. Et je terminerai par là, si tu veux bien, Davy. Dans la dernière Observatoire des loyers, en 2018, on a démontré une chose qu'en fait, et c'est la raison même de notre ordonnance, qui est remarquable, c'est que entre les biens de très mauvaise qualité, de qualité moyenne et de qualité bonne, pour un même segment, c'est pas vrai pour les très bonnes qualités, mais pour les 3 premiers, le prix de location est le même. C'est-à-dire que le marché ne différencie pas les 3 typologies de biens. Or, dans l'habitation, pour un locataire, ça peut être très très différent. Et fondamentalement, c'est pas normal. Parce que ça veut aussi dire qu'en fait, il n'y a pas d'encouragement à l'entretien de son bien indirectement. Si la valeur ne traduit pas la qualité du bien, ben en fait, il n'y a pas un besoin réel. Et donc, c'est précisément là qu'on veut remettre de l'ordre. On veut s'assurer que pour les biens d'une qualité qui est moins bonne, factuellement, eh bien, le loyer reflète cette qualité moins bonne. Qu'il y ait dans les biens neufs des biens qui dépassent la grille, ça ne posera aucune difficulté. Et d'ailleurs, les 3 premiers avis de la CPL qui ont été rendus démontrent bien que la CPL, elle est capable de cette souplesse et de l'analyse au cas par cas. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas voulu une grille contraignante. Donc je le redis aux investisseurs et aux développeurs qui nous écoutent, non, on n'est pas dans une situation ici d'une grille contraignante, mais ce qu'on veut, c'est s'assurer juste que le loyer soit juste par rapport à la qualité du bien. Moi, je vais intervenir quand même sur ce point. Ouais, Louis, vas-y, je te laisse. Parce qu'après, j'ai quand même envie. Enfin, non, Louis, j'ai quand même 2 secondes, réagir 2 secondes rapidement. Parce que je ne réagirai pas comme ça. Non, Louis Gerbin, ton idée ne la perd pas. Parce que
J'entends Martin ce que tu dis, mais il y a Vincent qui a dit une phrase qui était juste. Il dit le message qu'on renvoie. Ouais. C'est vrai que là tu regardes la caméra, tu dis aux investisseurs non, ce n'est pas une grille contraignante. Mais dès que vous avez fait passer la loi, vous étiez fiers. Oui, mais c'était clairement, sous-entendu que ça allait devenir contraignant. C'est une victoire pour la gauche. C'est pas vrai. Et donc c'est ces vidéos. Martin, garde t'as ton petit sourire. Martin, c'est ces vidéos-là qui sont sorties. Ce message, il est passé. Donc est-ce que vous n'avez pas été pris aussi dans le truc de l'intention elle est bonne, et je pense qu'on peut tous se retrouver sur la problématique, mais finalement que la solution elle n'est pas adaptée, quoi. Non, je pense que c'est ça l'erreur. C'est pas une question de solution, c'est une question de message. Je pense que, et je l'ai dit aussi pendant le débat, moi je regrette. Louis pourra y réagir s'il le souhaite, mais je regrette aussi qu'il y ait des partis qui, en fait, criaient beaucoup à la peur du désinvestissement et à l'inquiétude, alors que, fondamentalement, je le redis, mais j'espère en faire la démonstration ici, je ne pense pas que l'ordonnance, elle va mettre à mal l'investissement. Mais c'est clair que s'il y a des gens qui crient en disant « les gens vont partir, on va partir, plus personne ne va investir », on va finir par les croire. Donc, là, je vais quand même répondre à ça, parce que je pense sincèrement que c'est pas parce que le MR crie quoi que ce soit que les gens qui veulent investir à Bruxelles ont un retour d'opinion, savent calculer, savent avoir leurs énergies. Non, mais sincèrement, quand on regarde ici, c'est tout le problème, ce qui vient d'être présenté ici. Moi, j'ai commencé en disant, le problème, c'est qu'il y a un double discours. On veut ici avoir le beurre et l'argent du beurre. On veut pouvoir dire aux locataires, regardez, on est ferme, on voit l'urgence, et tous les Bruxellois payeront un loyer juste. Donc ça, c'est source d'interprétation. Les gens qui trouvent qu'ils payent des loyers trop chers, ils savent, ah génial, je vais enfin pouvoir payer un loyer moins cher. Mais d'un autre côté, on dit après, non, mais regardez ici, c'est pas contraignant. Investissez à Bruxelles, vraiment, je vous en prie, c'est pas interdit de proposer un loyer abusif. C'est vrai. Vous allez juste devoir vous retrouver devant un juge de paix, et j'espère que vous aurez des bons arguments pour expliquer pourquoi vous voulez un loyer aussi cher et aussi haut, entre guillemets. Mais le problème de l'investisseur, il n'a pas peur du couteau qu'on lui pende dans le cœur, il a peur de l'énorme épée de Damoclès qu'on met au-dessus de sa tête avant qu'il prenne une décision. Contraignante, on peut faire une grille contraignante. Je parle ici du mécanisme. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous avez envie de le faire. Alors moi, je vais vous parler de la mesure que vous allez mettre ici. Tu peux pas dire et donc, non. Non, je dis sincèrement que sur l'ordonnance que vous avez ici, le problème pour l'investisseur, c'est pas l'attaque frontale, c'est l'énorme épée de Damoclès qui se trouve au-dessus de sa tête. Pourquoi ? Parce que quel investisseur va prendre un risque en achetant un terrain, en passant les permis qui mettent 7 ans, en immobilisant tout l'actif qu'il doit faire pour ça? Après ça, il va faire son calcul de rendement rien que pour s'y retrouver, hein. Pas un rendement pour essayer de gagner énormément d'argent, juste pour voir l'opérationnalité de l'opération. Et puis, il va voir cette petite astérisque à côté de « voici le loyer maximum que vous allez pouvoir demander ». Et on va lui dire « mais vous allez pouvoir demander plus, vous devez juste trouver des bons arguments ». C'est peut-être l'esprit du législateur, mais l'esprit du législateur s'arrête là. Parce que l'investisseur, il va se retrouver face à d'autres acteurs. Mais d'autres acteurs qui ne maîtrisent pas. Non. D'autres acteurs. Oui, mais la CPL n'est pas le seul élément. Attends, je vais quand même dire. Le problème, c'est que c'est un dossier tellement technocratique, tellement complexe. Même les professionnels ont du mal à voir jusqu'où ça va. C'est tellement technocratique qu'on peut très bien imaginer qu'un juge de paix qui n'est pas expert dans ces matières, il prend ces documents, il voit loyer de référence et il voit qu'il y a un écart de 500 €. Il va dire non mais ça, c'est impossible de le justifier ça. Vous pouvez avoir un parc à côté, mais c'est impossible pour moi, c'est le loyer de référence, regardez. Le juge de paix ne sait pas que le loyer de référence ne se réfère pas à la réalité du marché. Et donc, le juge, avec l'ordonnance, peut avoir la capacité d'avoir une lecture maximaliste, de ne pas demander l'avis de la commission paritaire locative, et dire « Non, monsieur, ça c'est injuste, c'est beaucoup trop. » Faire confiance au juge, effectivement. Exactement, mais ce n'est pas que ça. C'est que c'est l'ordonnance qui met le juge dans cette position. S'il n'y avait pas l'ordonnance, le juge a déjà la capacité, avec le code civil, d'intervenir dans des situations où manifestement un loyer est trop cher. Donc, la compétence du juge, c'est assez correct quand même. C'est une situation dans le code civil, un juge peut déjà justifier que manifestement un loyer est trop élevé et qu'il peut demander une réduction. Je ne sais pas. Vous pouvez faire un fact-checking après l'émission. Oui, il n'y a eu qu'un seul jugement auprès du juge de paix de Saint-Gilles et ça a été décrié par tout un ensemble d'acteurs. Donc effectivement, juste pour clôturer mon propos, le problème c'est que l'investisseur il regarde pas s'il va se faire tuer à 100% dans une ruelle. Il va regarder le calcul de risque. Il va dire, est-ce que moi je m'engage dans cette ruelle sombre? Et si il y a des messages que probablement que c'est pas une bonne idée, il va même pas commencer. Il va aller investir à d'autres endroits de la région.
Et en fait, ce qui est malheureux avec ce mécanisme, c'est que si ça va amener plus d'effets négatifs que d'effets positifs, ça va perdre tout l'intérêt de l'action même de cette ordonnance. Parce qu'OMR, on n'est pas le parti des investisseurs, on n'est pas le parti des bailleurs, on est le parti de l'intérêt général. Et ici, le problème, c'est qu'il y a de l'action qui est nécessaire pour des gens qui se trouvent dans des quartiers populaires, comme Martin l'a expliqué, qui se trouvent dans une situation de marché où manifestement, vu qu'ils ne trouvent pas d'alternative, vu qu'ils manquent de logement, ils doivent prendre ce qui leur est disponible. Et quand on a les moins bons profils, eh bien, généralement, malheureusement, on reçoit les moins bons biens. Mais nous, ce qu'on veut, c'est augmenter le nombre de biens qualitatifs. Comme ça, ils auront d'autres alternatives qui vont mécaniquement s'opérer. Et je pense qu'on est d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut envoyer un signal positif aux investisseurs. Et nous, selon notre analyse et selon tous les échos qu'on a eus, on n'y est pas du tout là avec cette ordonnance. Et si on est tous d'accord sur le fait qu'il y a des loyers abusifs, et ça, je pense qu'on est tous d'accord, il y a aujourd'hui, dans un ensemble, et singulièrement dans l'entrée de gamme des marchés, des loyers qui sont abusifs. L'objectif est bien d'essayer de trouver à la fois un mécanisme, et c'est ce qu'on a fait ici, qui est suffisamment fin que pour pas être en encadrement contraignant, et de laisser de la place, à l'investissement. Mais je le redis, et je le dis pas méchamment, mais si effectivement on dit à tout le monde que ça va être dangereux d'investir, je pense qu'effectivement les gens ne viendront plus investir. Mais je voudrais distinguer deux... Vincent, ce que je te dis, non, pas du tout. C'est juste que je vois que le temps il avance, et en fait il y a tellement de choses, parce qu'on est parti sur vraiment une discussion très technique en fait, peut-être éloigné finalement des réalités concrètes des propriétaires, voilà. Mais bref, c'était intéressant, pertinent, mais très technique. Donc Vincent, ce que je te propose dans un instant, on va switcher aussi avec Eric qui va venir en plateau, voilà, parce que je le sens bouillonner, je vois la fumée au-dessus de sa tête. Vincent, ici, si tu devais clôturer un peu ici ton intervention, rajouter 2-3 petits éléments, tu dirais quoi ? Sur ce que tu viens d'entendre. Alors, on parle d'investisseurs. Alors, je vois deux profils d'investisseurs. Il y a l'investisseur qui achète des biens qui existent déjà et qui vont essayer de les louer. Et il y a des investisseurs développeurs. Ouais. Un investisseur développeur, tu as parlé d'un appartement remarquable, PEB, truc et machin. Ce n'est pas un appartement remarquable. C'est un appartement qui respecte tout à fait aux normes d'aujourd'hui. Oui, mais c'est remarquable par rapport au marché bruxellois en vérité. Mais donc, ce développeur qu'on doit attirer à Bruxelles pour combler le manque de logement, pour combler le manque de logement, ne viendra plus. J'en suis à peu près persuadé, j'espère vraiment me tromper, mais en tout cas celui qui vient à Bruxelles pour créer du nouveau logement va hésiter. Alors il y a l'investisseur bon père de famille, bonne mère de famille, qui va regarder effectivement cette grille des loyers parce que personne ne la connaît, mais elle vient tous les jours de plus en plus, et il va regarder ça et il va se dire, c'est quand même beaucoup de contraintes pour finalement... Moi, j'ai fait mes calculs avec des rendements à 4%. Voilà, enfin, appelons un chat, c'est pas un investissement qui fait rêver beaucoup d'investisseurs. C'est un investissement modéré, bien calculé, avec un risque. Est-ce que pour 4%, est-ce qu'on va encore attirer ce genre d'investisseurs ? Je n'en suis pas persuadé parce que encore une fois, c'est le message. Et c'est ce message progressif, et les gens avec qui je discute, ils me disent, on a eu ça il y a 1 an, il y a eu ça il y a 6 mois, etc. Et donc, on navigue comme ça un petit peu, et surtout que ça intervient à un moment où on n'a pas de gouvernement, et on se dit, mais est-ce qu'on va encore nous modifier comme ça le patrimoine, etc., encore longtemps. Et moi, ce qui m'inquiète vraiment là-dedans, c'est qu'on va se priver de rénovation de logements. Parce que ce n'est pas le privé qui fait ça. Ce sont des institutionnels qui vont rénover. La rénovation du patrimoine bruxellois, estimée par le gouvernement actuel, c'est 40 milliards d'euros. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont le faire. Ce sont des institutionnels qui vont arriver. Si on leur dit, venez pas trop parce que ça va être compliqué pour vous, parce que vous allez faire des travaux, mais vous ne pouvez pas augmenter les loyers. Encore un dernier truc et après, promis. C'est pas ça qu'on leur dit. Si, mais c'est ce que vous leur dites. C'est pas ça qu'on leur dit. Au moins, c'est comme ça que le message est perçu. Et c'est vrai qu'on l'entend aussi. On a reçu pas mal de messages aussi. Le moratoire en plus. Toutes ces mesures qui ont été prises récemment fait qu'effectivement, à un moment donné, t'as pas envie de venir investir à Bruxelles. C'est une réalité aussi, ça, Martin. Oui, c'est un dernier exemple. Encore une fois, sur cette grille des loyers, comme ça, on peut pas dire, voilà, je suis objectif. Mon même appartement, je l'ai fait le calcul. En PEBC, sans double vitrage. En PEB-F, sans double vitrage. Et puis, je l'ai fait passer par la magie de votre grille, avec du double vitrage et en PEB-C. Le gain que je gagne en tant que propriétaire, et j'ai fait les calculs pour arriver à mettre du double vitrage et le faire passer en PEB-C, mon retour sur l'investissement est entre 17 et 22 ans. Donc, quelqu'un qui regarde cette grille des loyers, qui soit le petit investisseur ou le gros investisseur, il se dit...
Ben non, moi je n'investis pas pour construire du nouveau, du nouvel immobilier et le rénover. Si je dois attendre 20 ans, ça ne va pas. Alors je dis pas qu'il faut trouver des solutions parce que c'est un grave problème. Mais je ne suis pas persuadé que c'est comme ça. Et comme on a sorti ça à un moment où personne ne s'y attendait, dans une période où vous tapez. Là, j'interviens comme citoyen, où vous tapez tout sur la figure à longueur de journée et sur les réseaux sociaux, et on commence un petit peu à nous aussi, voilà, à en avoir marre. Et ça vient comme ça, comme un cheveu dans la soupe. On se dit, est-ce que ça a été vraiment fait pour améliorer le quotidien des propriétaires ou bien c'est pour voilà, parce qu'on a vraiment l'impression de se retrouver face à un combat de chef, un combat de coq, et on se dit est-ce que c'est pas tiens, moi je vais faire ça parce que tu m'as fait ça et puis je vais te faire ça, et je pense que le message est franchement pas bon. Alors il faut pas non plus se voiler la face. La toute grande majorité des développeurs à Bruxelles viennent de la partie flamande du pays. C'est vrai. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le bon message qu'on fait passer ? C'est intéressant que tu le dises, Vincent, parce qu'en 2021, au moment du vote de la loi, je redis, ici, la loi existait déjà, on l'a mise en application. J'ai été, à la demande d'ailleurs des promoteurs et de l'association des promoteurs du Brabant flamand, présenter l'ensemble du texte à une de leurs activités. C'était pas non plus, on va dire, l'espace où j'allais être accueilli et applaudi, mais on a eu une très bonne discussion de fond. Et en vérité, pour tous ces développeurs-là, et je pense pour ceux qui ont suivi tous ces éléments de texte, en fait, depuis 2021, ils connaissent le cadre. Simplement, ce qu'on a fait ici, c'est activer la partie un peu plus contraignante avec le juge de paix. Moi, je ne pense pas du tout que ça va créer le tsunami que vous évoquez. Je pense qu'à l'inverse, ça va permettre, parce que tu posais un petit peu la question du contexte, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions de législation sous cette législature, parce qu'on a eu aussi, à côté des développeurs et des investisseurs et des bailleurs, il y a aussi les locataires. On a eu énormément de demandes des associations des locataires d'essayer de rééquilibrer un petit peu le rapport entre bailleurs et locataires sur un ensemble d'éléments. Ça a été le cas, c'est vrai aussi, sur la question du moratoire, par exemple, sur lequel on a essayé de donner plus de temps pour que les CPS puissent intervenir, puisqu'à la fin, l'objectif, c'est quand même que personne ne soit expulsé et que le bailleur ait ses loyers payés. C'est ça l'objectif. Et donc, on a essayé de donner plus de temps au CPS pour pouvoir intervenir et récupérer ça. C'est vrai que ça veut dire que c'est plus long si on doit expulser, mais parce qu'on essaie de se donner plus de chances qu'il n'y ait pas d'expulsion, et c'est le cas sur différents de ces éléments-là. Je comprends ce contexte. En vérité, aujourd'hui, à Bruxelles, ça reste encore rentable et largement rentable d'investir, et pour autant, pour les locataires, on avait de plus en plus de difficultés d'accéder au marché. C'est cet équilibre-là qu'on a essayé de réinstaller. On va un truc qui est important. Parce qu'il y a Eric là qui trépine d'impatience. Après, ce sera un long épisode. Je vais vraiment essayer d'aller vite. Dans cette grille des loyers, je pense que cette grille des loyers dans le futur va être de plus en plus alimentée par du neuf. Pourquoi ? Parce que ce sont des nouveaux baux. On connaît les mètres carrés au centimètre carré près, parce que les normes est là, on connaît le loyer, etc. Et donc, ça va concerner du loyer du résidentiel neuf. Et il va y avoir un effet pervers, c'est que la grille des loyers va augmenter, alors qu'on veut justement la contrôler, elle va augmenter parce qu'on va introduire essentiellement du logement neuf. Et donc, il y a un effet pervers terrible qui va monter les prix vers le haut. Enfin, c'est encore une fois, c'est mathématiquement... il y a 14 000 biens. Il y a 14 000 biens qui ont servi de base à cette grille. Il y a 4 000 biens nouveaux par an. Donc, dans 3 ans exactement, il y aura moitié-moitié de biens neufs et de biens usagés. Donc le prix va augmenter. Là, je vais intervenir quand même aussi parce que ça, c'est un élément de je vous laisse, complexité. Moi, je m'en vais. Non, mais c'est un élément de complexité. Ce que Vincent dit. On va accueillir Eric aussi. Ce que Vincent dit, c'est que vu qu'il y a des nouveaux biens qui vont alimenter la grille, c'était l'esprit de 2021. En fait, pourquoi est-ce que beaucoup de développeurs étaient moins effrayés en 2021 qu'en 2025, que d'autres partis se sont abstenus ou que des partis comme l'OpenVLD et DEFI ont soutenu le mécanisme? C'est que l'idée en 2021, c'est qu'on allait mettre en place un enregistrement des baux et que cet enregistrement des baux allait alimenter la grille pour pouvoir avoir des loyers qui soient représentatifs du marché. Et même le Conseil d'État, quand il a donné son avis favorable, tout le monde était là. Écoutez, lutter contre les loyers abusifs, si on a quelque chose de représentatif, dans l'ordre d'aller lutter vraiment dans les situations, les 5% de situations les plus extrêmes. 10% d'après vos partenaires, ça passe 5. Non, mais je donne des avis. Il y en a qui... Je donne juste les chiffres. Il y a des chiffres qui ont été présentés. On avait des députés qui ont soutenu le texte, qui ont dit 3, 4, 5, 6%. Donc, on nage un peu dans le flou dans cette situation. Et le problème, c'est que l'ordonnance qu'on vient de voter en 2025 maintenant, vendredi passé, elle n'intègre pas les nouveaux baux dans la grille des loyers. Elle ne l'intègre pas.
Elle part avec... Mais donc l'argument de Vincent, alors il tombe à l'eau puisqu'elle ne l'intègre pas. Mais non, parce que c'était le mécanisme qu'ils voulaient mettre en place, mais c'est encore plus un problème. C'est que voter comme tel, c'était accepter qu'elle ne soit pas le reflet du marché. Il y a beaucoup d'arguments. Les loyers ont été indexés. Et il y a beaucoup d'arguments qui ont été présentés au Parlement qui disaient mais de toute façon le marché est fou pour le moment. Donc philosophiquement, il ne faut même pas prendre en compte ces informations. Le marché est trop élevé. Et donc, il ne faut même pas prendre en compte les nouveaux baux, il faut se baser sur les loyers moyens. Bah, j'ai pas dit que c'est sorti de ta bouche, Martin, mais t'es pas le seul à avoir présenté ce texte. Louis et Martin, on va continuer le débat dans un instant avec notre puncher qui va arriver. Vincent, merci. Je sais que tu prépares toujours les émissions à fond et que tu avais certainement encore beaucoup de choses à dire. On a plein d'émissions, on a encore la saison qui continue, il y a plein d'épisodes où on pourra revenir, notamment dans le tour d'Internet. Maintenant, au début de chaque émission, on revient sur les actus, donc on suivra de près ce qui se passe. Mais là, on va accueillir notre puncher, Eric Spitzer, CEO d'Immoveland. Mais d'abord, il faut qu'on vous parle de notre site internet. Notre priorité, vous le savez, c'est de vous informer. Toujours plus, toujours mieux. La bonne nouvelle, c'est que le média grandit et évolue. En plus de nos vidéos, profitez dès aujourd'hui d'articles sur tous les sujets qui touchent l'investissement immobilier sur notre site internet, le rdvdproprio.com. Le rendez-vous des proprios, enfin un média qui parle d'immobilier et que tout le monde comprend. Eric Spitzer est avec nous, merci d'avoir patienté bien gentiment dans ce magnifique fauteuil ici dans le studio. Ça a été dur, j'ai failli me lever plusieurs fois. Ouais, je t'ai entendu, je t'ai vu. Ça fait déjà presque 50 minutes effectivement qu'on débat là-dessus. Il y a tellement de choses à dire. On va revenir encore quand même sur des trucs très concrets qui n'ont pas été évoqués. Il y a des gens qui se posent la question de que se passe-t-il si maintenant le propriétaire ne respecte pas la grille des loyers. Ça va jusque où, qu'est-ce qu'il encourt, etc., etc. On va en parler ici. Mais d'abord, mon Eric, tu as tout écouté, tu as tout vu. Oui, il y avait de la matière, c'était dense. Quelle est la première chose sur laquelle tu as envie de réagir là maintenant? Alors, et si on peut faire, tu vois, question courte, réponse courte. Je vais donc premièrement, je veux dire, il faut quand même être suffisamment inventif pour penser que c'est un bon message qu'on envoie aux investisseurs. Celui qui pense ça est soit très très optimiste, soit limite intellectuellement malhonnête. Je le dis comme je le pense. Non, mais je le dis comme je le pense. Moi, je crois que Martin est très optimiste. J'ai cette sale habitude. Non, mais j'ai pas dit qu'on envoyait un message. J'ai cette sale habitude de dire les choses comme je les pense. Je sais, c'est un défaut. Mais donc, moi, j'ai dit qu'on n'envoyait pas un message négatif. Donc j'ai de la part dans mon métier. Moi je défends pas ni les propriétaires ni les locataires. Moi je suis un média. J'essaie de mettre les gens en contact. Un acheteur, un vendeur, un locataire, un bailleur. Donc moi le retour que j'en ai, c'est complètement dingue, ça va décourager l'investissement. Peut-être qu'ils surréagissent, mais je pense qu'en tout cas, ça n'est pas un bon message. Mais ça, c'était général. Ensuite, trois réactions sur 3 éléments qui ont été, entre tous, qui ont été évoqués ici. 1, l'outil. Moi, c'est pas comme disait Vincent, les mètres carrés qui me choquent. Parce que les mètres carrés, quand on met une maison en vente, il y a aussi ces façons de calculer les mètres carrés. Donc, moi, ça me dérange pas. Oui, on se voit toujours plus beau quand on vend et on dit, oui, mais ces trucs-là est perdu quand on achète. Voilà. Donc ça moi, c'est le reste. C'est-à-dire que, sans rentrer dans toute la technique de l'outil, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai fait exploser le serveur, puisque je pense qu'on a été à 3 à 4 à visiter au loyer Brussels aujourd'hui. Donc on n'a pas explosé, rassurez-vous. Il n'était pas down. Donc, les questions qu'on pose, c'est des questions, effectivement, les mètres carrés, le PEB, tout ça, c'est tout à fait standard. Et puis, est-ce qu'il y a du chauffage central? Ok, ça va. Est-ce qu'il y a une régulation thermique? Bon, pourquoi pas. Du double vitrage? D'accord. Est-ce qu'il y a une deuxième salle de bain? Ouais, ok, éventuellement. Est-ce qu'il y a un espace récréatif? Alors oui, j'ai un parc pour mon bébé, il y a un espace récréatif, j'ai un petit espace là. J'ai une terrasse de 25 mètres carrés, j'ai aussi un espace récréatif. Donc ça, c'est pas du tout pertinent. Et puis, est-ce qu'il y a un espace de rangement? Oui, j'ai un placard. Oui, j'ai un grand dressing de 20 mètres carrés. C'est pas non plus très, très pertinent. Donc, moi, j'ai du mal, si tu veux, l'astrophysicien que tu es, d'entendre qu'ils me disent que c'est un outil rigoureux qu'on peut utiliser. C'est un premier jet et je suis d'accord avec ça. Mais de dire cet outil est pertinent et on peut déjà l'utiliser et on l'améliorera, mais il est déjà pertinent, là, je suis pas du tout d'accord. Les études. Réaction de Martin. Attends, ça c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est, il y a un truc que tu as oublié. C'est tout contre moi, en fait. Non, pas du tout. Oui, c'est tout contre. Voilà, oui, monsieur. Voilà, dis les choses, Eric. Il faut pas tourner autour du Non. Amenez-moi les pop-corn. Absolument. Donnez-moi la batte de baseball. Non, mais il y a quelque chose que ce débat n'a pas pris en compte.
mais qui est important, ça s'appelle le marché. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui sont totalement indépendants de ta volonté, de la mienne, celle des constructeurs, des promoteurs. Ben, c'est les taux d'intérêt, c'est l'économie mondiale. Et donc, après le Covid, on a effectivement une inflation monstrueuse et un boom sur les ventes. Les loyers, ça va. Et puis, les taux d'intérêt augmentent, l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent. C'est un peu technique, mais je vais aller vite. Et puis, les gens peuvent moins acheter puisque les banques durcissent un peu, ferment un peu le robinet du crédit. Donc, ils vont pas habiter sous des ponts, ces gens-là. Ils vont aller se déporter vers le marché locatif. Et donc, ça fait qu'à un certain moment, il y a des fluctuations qui sont plus fortes que d'autres. Et donc, il faut en tenir compte. C'est pas juste une inflation, une grille indicative. Oui, mais en 2018, en 2019, il faut quand même tenir compte des évolutions récentes du marché. Ça, c'est mon deuxième point. Et puis, mon troisième point, et ça m'a vraiment fait tomber presque en bas de mon fauteuil. Heureusement, j'étais assez bas. Donc, c'est cette présomption. Quand le loyer est en dehors de plus de 20%, il y a une présomption et le propriétaire doit aller se défendre. Tu disais, on n'a pas envie de traiter les propriétaires de salopards, d'exploitants de la misère humaine. Eh ben moi, je trouve que ça va quand même un peu dans ce sens-là. Je dis pas que c'est volontaire, mais je dis que de dire on a une présomption que le loyer est abusif, et donc on doit aller se défendre d'un truc, alors que quand on voit la décision qui a été prise, et je termine avec ça, après je te laisse réagir, quand on voit la façon dont il y a eu une décision, 850 €, 1250 €, ouais. Et on a réduit à 1100 €, si je ne m'abuse. Il y a eu 150 € de réduction. Donc c'est 30% d'augmentation. Donc on accepte 30%. Oui. Donc ça veut quand même dire, donc on partait de 1250, oui, 48%, on est à 30%. Donc quelque part, peut-être que la boussole de l'outil, enfin, je suis convaincu que cette boussole n'indique pas tout à fait le nord. Voilà. Ça, c'était mes 3 points avec un exemple. Mais donc, et c'est intéressant. Je pense que d'abord, ton dernier élément, si je puis me permettre, quand tu cites l'avis de la CPL. Donc d'abord, c'était l'avis de la CPL, c'était pas une décision du juge. Hein. Sur le coup, le propriétaire pouvait refuser ça, puisque la commission paritaire locative, elle n'a pas vocation à décider, elle a vocation à rendre un avis, et puis elle propose une médiation. Le propriétaire et le locataire acceptent ou refusent, chacun fait comme il veut. Mais pour moi, ça démontre bien que l'outil fonctionne précisément. Enfin, l'outil, le mécanisme. C'est que la CPL, elle a jugé en opportunité au regard des intérêts du locataire et des intérêts du bailleur. Elle n'a pas été dire au bailleur, mec ou madame, vous êtes beaucoup trop élevé par rapport à la grille, vous devez rentrer dans la grille. Non, elle a dit, au vu de votre bien, au vu de l'investissement, au vu de ceci, la qualité, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier, mais on va couper la poire en deux et on estime, là, nous, propriétaires et locataires autour de la table, que c'est ça le juste prix. Ça montre bien que l'outil, c'est pas ici Robespierre qui veut couper la tête des propriétaires, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Donc ça, c'est un premier élément qui, je crois, est vraiment important. Et ça démontre qu'à terme, si ce locataire-là, puisque tu parlais aussi d'aspect très pratique, hein, comment ça va se passer pratiquement ? En fait, d'abord, le propriétaire, il va devoir se justifier seulement si le locataire va se plaindre auprès de la CPL ou auprès du juge. Sinon, si tout le monde est d'accord, que le locataire a signé, que personne n'en fait rien, le propriétaire, son loyer, entre guillemets, il n'est pas mis en danger. Oui, Martin, vu comment vous êtes parti, vous allez communiquer, vous allez faire à limite une campagne de communication pour dire à tous les locataires, allez-y, allez sur le site, David, et il va y avoir un embouteillage. David, c'est clair, c'est-à-dire que quand on crée un nouveau droit, l'objectif, c'est aussi que les gens utilisent leurs droits. Tu as tout à fait raison. Mais ils vont l'utiliser s'ils se sentent lésés. Un locataire qui a consciemment loué, d'ailleurs les 3 autres avis de la CPL, Eric, que tu n'as pas mentionné, c'est 3 avis où la CPL, en gros, s'est dessaisie et a dit, en fait, c'est gentil d'être venu vers nous, mais c'est vraiment pas, on va pas s'occuper de ça. J'ai cité celui-là parce que vous en êtes servi un peu comme totem en disant, regardez, non, mais les 3 autres sont intéressants parce que les 3 autres ont bien dit, si tu as des locataires, parce que ça va aussi exister, faut pas se mentir. Un locataire qui a signé consciemment en prix, et puis quelques mois plus tard, il va se dire, tiens, en fait, j'aimerais bien récupérer 100 balles là, je vais aller à la CPL. Ça va exister, évidemment que ça va exister. Mais ce que la CPL a démontré, c'est que, en fait, dans des cas, et c'était là des appartements plutôt de standing, plutôt dans des belles communes, on va le dire simplement, la commission paritaire locative, elle a dit oui, c'est peut-être présumé abusif, mais en fait, c'est pas pour ça qu'on est là. Nous, on est là pour s'occuper de l'entrée du marché, on est là pour s'occuper des gens qui ont plus de difficultés à trouver un logement. Dans une catégorie de logement, on va pas rendre un avis qui vous est favorable pour une certaine typologie de logement, parce que c'est pas ça qu'on veut réguler dans le marché. Et donc, ça montre bien, je pense que justement, on a réussi à atteindre cet équilibre entre l'intérêt du bailleur et l'intérêt du locataire. Après, on peut en parler pendant des heures. Il aurait peut-être aussi fallu nuancer le texte alors. Mais non, parce que le texte... je veux dire, un loyer de... les loyers dont on parle, on est d'accord que ce sont des loyers qui sont des loyers
Voilà. À là, 850, 1000, 1200, 1400 euros. Et Et celui qui paye 2500 euros de loyer, en général, il n'est pas au CPS. Quoi. Exactement. Et donc, quand Louis, tout à l'heure, disait, en fait, il y a plus de logements présumés abusifs dans le haut de la gamme. Bah oui, évidemment qu'il y a plus de logements présumés abusifs dans le haut de la gamme, puisque c'est souvent des appartements plus modernes, plus neufs, un premier bail. Donc, évidemment, ils vont être au-dessus de la grille. Mais c'est pas fondamentalement ceux-là pour lesquels l'outil doit exister. Et si quand bien même le locataire veut y aller, ben on verra bien encore ce que fera la CPL et le juge de paix. Moi, je mets ma main au feu en voyant le fonctionnement de la CPL qui va se faire, entre guillemets, débouter, qu'on va dire c'est pas ça le sujet. Alors, il y a beaucoup d'éléments ici où je dois réagir. De toute façon, là, on devait faire un épisode de plus ou moins 30 minutes. Ah non, donc, c'est bon. On est lancé, les amis. On est lancé à balle. Mettez l'épisode en x2, hein, ça ira plus vite. Non, mais vraiment. Alors, ici, il y a quand même un élément très important. Martin, ici, cite la CPL, dit regardez, la CPL, elle fait déjà preuve de pédagogie, c'est pas le grand ogre qui vient vous manger. Mais la CPL, elle se réunit déjà. Mais elle ne se réunit pas depuis que le texte a été voté. Elle se réunissait avant le texte. Attends. Il n'y avait pas encore de cadre. Les articles 8 à 13 n'étaient pas encore d'application. Donc la CPL a pu se réunir. Et la CPL était en parfaite autonomie sur les décisions qu'elle a pu prendre. Elle était là, écoutez, on est déjà là. On a des cas qui sont devant nous. Le cadre légal n'est pas encore fiché. Et donc, ils ont rendu des avis. Mais c'est pas du tout la même situation qu'on a maintenant. Pourquoi ? Parce qu'avec le texte qui a été voté vendredi, des locataires ne doivent pas forcément passer devant la CPL. Ils peuvent directement passer devant le juge de paix. Et le juge de paix, s'il veut, il n'a pas besoin de demander l'avis de la CPL. Il peut directement agir par rapport au loyer de référence. Un avocat peut déjà plaider tout ça. Donc ça, c'est déjà un gros manquement du texte qui est présenté par Martin. Il y a un autre problème. Pas tout seul. Hein. Et je sais. Non, mais c'est toi qui es là. 45. T'es là. 45 sur 89 à le penser, en tout cas. Exactement. Alors, ici, il y a aussi un élément qui a été dit, c'est que ce texte est extrêmement compliqué pour essayer de trouver une manière de calculer le juste prix. C'est une vision très technocratique de la fixation des prix. Et comme Eric le disait, il y a un enjeu qui n'est pas du tout compris et intégré. C'est le marché. C'est que si on cherche un logement à Bruxelles, dans une rue, on cherche un 2 chambres, le principal élément qui va fixer le loyer, c'est pas le fait qu'il y ait une deuxième salle de bain, c'est pas le fait qu'il y ait des espaces récréatifs, c'est le fait qu'à un instant T, est-ce qu'il y a un appartement qui est disponible dans la rue ou est-ce qu'il y a 10 appartements qui sont disponibles dans la rue ? Et s'il y a 10 appartements qui sont disponibles dans la rue, le loyer sera plus bas. Et s'il n'y a qu'un seul logement qui est disponible dans la rue, le prix sera plus haut. On n'en serait pas là aujourd'hui à Bruxelles. Donc ça, c'est un élément fondamental de la science économique et du consensus économique. Sur le logement, c'est pas le cas. Je vais expliquer. Complètement. On peut en discuter très longuement. En 2000, ça fait quand même une dizaine d'années que je gère Immoveland. Et de nouveau, moi, je ne fais que constater, et je me réjouis pas que les prix augmentent. Post-Covid, il y a eu cette espèce de grand emballement en disant les gens veulent maintenant sortir de Bruxelles, des terrasses, des machins. Des agents immobiliers me disaient Eric, c'est la folie, j'ai vendu des appartements par téléphone. Oui. Les types appelaient, je prends. Non, mais vos visites, non, je prends, sans même visiter. Je sais bien. Irrationnel. Oui, complètement. Et ce prime, c'était une autre limonade, on va le dire comme ça. Mais là, on avait celui qui avait un peu de cash, c'était le roi du pétrole, parce qu'il pouvait arriver, les gens avaient, etc. Et donc, là, je peux pas être plus en désaccord qu'avec ce que tu dis. Oui, il y a des régulations d'offre et de demande. Des mécanismes d'offre et de demande. Je ne dis pas qu'il faut les laisser de manière sauvage fonctionner. Je dis pas qu'il faut pas réguler. Je dis pas que la vision que vous avez n'est pas louable. Je dis simplement que l'outil n'est pas efficace. Si, parce que c'est important de parler de ça, l'objectif, c'est clair qu'il y a une loi du marché. Donc s'il y a très peu de biens dans un segment, le prix va augmenter, c'est une évidence. Facto. Par contre, l'inverse est moins vrai, parce qu'en vérité, on a bien vu aussi dans le passé, quand on a fait, désolé de nouveau d'être un poil plus technique, mais qu'on a libéré en tout cas les règles urbanistiques, par exemple, pour plus construire, qu'on a plus construit à Bruxelles. Vous avez fait ça ? Oui, on a fait tout. Fondamentalement. Le dernier PRDD a fondamentalement transformé toutes les zones qui étaient en industrie, par exemple, pour pouvoir des projets mixtes, pour pouvoir y construire. Donc, il y a eu une grande accélération de cette construction-là. On n'a pas vu une baisse du prix. Alors, on peut toujours dire que c'est parce qu'on n'a pas construit assez. Bon, d'accord. Mais on n'a pas vu que quand il y a eu ces augmentations de construction, il y a eu ça. Donc, moi, ce que je crois, c'est que c'est clair qu'en manque de logement, augmente le prix. Ça, c'est clair. Je ne suis pas tout à fait convaincu que dans un bien comme le logement, tellement plus de logements, ou alors à une
très très haute quantité, oui, ça va faire baisser le prix s'il y a beaucoup trop de logements sur le terrain. Mais entre les deux, et on est entre les deux, il faut ce que tu disais, Eric, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver un espace dans lequel on a mis une régulation en place qui est soft. C'est pour ça qu'elle est compliquée, c'est vrai, j'en suis désolé, elle est compliquée parce que justement, on n'a pas voulu mettre des hard contraintes qui allaient rendre les choses très lisibles, mais en fait, où on risquait de mettre en danger la logique du bailleur, et on a essayé de trouver un espace plus soft. Comment ça se passe? Il peut y avoir un locataire qui estime qu'il est lésé, il va à la CPL ou il va auprès du juge de paix. Le juge de paix va plus que probablement, il n'en est pas obligé, c'est vrai Louis, mais demander un avis d'expert, s'adresser à la CPL pour avoir un avis. La CPL va rendre un avis sur la justesse du loyer et il va trancher en équité en estimant si oui ou non le locataire avait raison de faire cette demande. Voilà comment concrètement ça va se passer. Eric, on va continuer le débat, mais parce qu'on va devoir libérer Martin. Moi je vais devoir partir, je suis ouais, non, mais enfin oui, tu vas devoir partir. J'ai encore une question. Oui, mais t'inquiète, on va terminer ta question. Moi, je voudrais juste quand même qu'on réagisse 2 secondes. Ouais. Un des arguments qui sort souvent, qu'on entend un peu dans le milieu, ouais, à Paris ça a été tenté, ça marche pas. À Stockholm ça a marché, ça marche pas. Voilà, pour tout te dire, j'ai mangé récemment avec Nawal Benamou, je lui ai dit ça marche pas. Elle dit oui, mais moi je suis une éternelle optimiste. Moi je dis qu'ici ça va marcher. Comment est-ce que vous différenciez de ce qui s'est fait à Paris et à Stockholm? Mais c'est une super bonne question. Et je crois que ça c'est important de le rappeler, c'est que ce soit Stockholm, que ce soit Berlin, que ce soit Paris, ça a été des contraintes dures. Donc en fait, en gros, je résume plus ou moins parce que c'est un poil plus compliqué, mais c'était l'idée de dire au-delà, pour une certaine catégorie de logements, tu ne peux pas dépasser un certain prix. Okay. Or, nous, on ne dit pas ça. Puisque, en fait, il y a une appréciation au cas par cas qui est laissée. Okay. Il y a cette présomption d'abus, mais elle va devoir être vérifiée par un juge et par la CPL. Elle va devoir être éclairée au regard de la qualité intrinsèque de ton bien. Et si le juge de paix dit parce qu'il est, il est mal luné ou parce qu'il dit il est plutôt pro. Et ça, c'est la justice, c'est toujours vrai. Non mais ma femme. Dans n'importe quelle décision et pour un meurtre aussi. Donc à un moment, il faut faire confiance à la justice. Comme le juge en face au juge. Comment il s'appelle encore? Oui, on peut aller à face au juge. Comment il s'appelle encore lui? Luc Hénard, mais c'est fini. Justement, lui. Non mais le truc. C'est toujours vrai. Tu dois faire confiance à la justice. Oui, mais ma femme est avocate et dans le droit locatif, dans le contentieux locatif, et elle défend des sociétés de logements sociaux. Donc, elle a ça comme client. Donc, l'objectif n'est pas de foutre les gens dehors, tu t'imagines bien, à tour de bras. Eh bien, elle constate que d'une chambre à l'autre, le juge va plutôt être... Il y a même des juges qui ont refusé d'appliquer le moratoire 2.0. Ce qui est d'ailleurs assez remarquable parce qu'ils ont refusé d'appliquer la loi. Donc c'est vraiment incroyable. Non mais c'est même discutable. Tout à fait. Mais je respecte la séparation des pouvoirs. Et par contre, il y a des juges. C'est intriguant. Tout à fait. Mais par contre, il y a des juges qui sont beaucoup plus pro-locataires. Donc je veux dire, si tu tombes mal et qu'on te dit non, monsieur, vous êtes dans la grille et c'est comme ça, et je dis la loi et je tape avec mon marteau, à juger, hein, le jugement est rendu, eh ben on est là. C'est vrai, mais c'est vrai pour toutes les décisions de justice. Oui, sauf que là, c'est vrai pour tout, et c'est vrai pour des choses beaucoup plus graves. Il y a cette ordonnance. Il y a cette présomption. Après, c'est vrai que Martin, quand on entend tout ça, moi, je me pose quand même la question de est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver d'autres solutions que cette grille qui fait débat et qui clive aussi, puisque de nouveau, en fait, on oppose les propriétaires, les locataires, on oppose encore une fois. Alors, c'est un peu dans la continuité. Alors, sorry, là, c'est moi qui parle, je suis pas totalement neutre, mais on oppose les entrepreneurs, les chefs d'entreprise aux employés. Au lieu d'essayer de fédérer et d'avoir un projet qui fédère tout le monde et qui est positif, sans être dans le monde des bisounours, les dérives, on les connaît, tu vois. Mais à un moment donné, voilà. Et moi, j'ai l'impression quand même, je t'ai entendu, tes arguments, ils étaient effectivement pertinents aussi. Moi, j'essaie d'avoir un discours qui démontre qu'on peut essayer de voir ça sans le voir dans une logique d'opposition, et c'est ma conviction profonde. On se revoit dans un an. On se revoit dans un an avec plaisir, et puis après, c'est clair que l'intérêt du bailleur et l'intérêt du locataire, ils sont alignés sur le fait d'avoir un bien. Le bailleur, il veut un bien en bon état. C'est un partenariat. Et le locataire, il veut avoir un bien en bon état pour avoir un taux au-dessus de sa tête. Ils sont pas toujours, par contre, alignés sur le prix. Et c'est normal, tu le disais toi-même, c'est comme sur les mètres carrés. Et c'est juste d'essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Moi, je crois que ça n'a pas seulement de l'intérêt, mais c'était de nécessité publique d'essayer de le faire. On donne rendez-vous dans un an et on verra comment ça va fonctionner. Et j'espère qu'on pourra célébrer à la fois le respect des bailleurs qui jouent le jeu, et puis aussi des locataires qu'on peut obtenir une réduction quand il y avait un abus. Merci Martin, tu dois. Je suis vraiment désolé. Non, mais merci déjà d'être venu. Quand il dit 45, il a le temps jusqu'à 50. J'ai encore une question. Ça c'est les politiques. C'est plus politique que nous en fait. C'est bon. Une toute dernière. Ce qui serait bien, je ne sais pas si vous l'avez fait, parce que c'est très technique évidemment, et faire des modèles économiques c'est super technique et voilà, c'est pas à portée de tout le monde. Par contre, moi je suis un type plutôt pragmatique. Ce serait pas mal d'aller sur les sites Imovlan, ImoWeb, n'importe qui, de prendre 200 biens à Bruxelles à louer et de les passer à votre moulinette. Et de vous dire, et je pose la question, j'ai pas fait l'exercice. Moi j'ai fait l'exercice. Et ce serait pas mal de se dire, tiens, et l'agent immobilier, crois-moi,
il veut pas aller chercher le loyer le plus élevé. Il veut aller rapidement que le bien soit loué, puisque lui, il va prendre sa commission. Il veut pas trop cher, pas trop bon marché. Il veut être au juste prix. Souvent, il va dire au propriétaire, dites non, ça c'est trop. On va essayer 1002 au lieu de 1004. Oui, ce qu'il fait. Un agent professionnel, etc. Non, mais ce serait pas mal. Quand même. Mais oui, mais je dis que c'est pas l'intention des agents immobiliers. Nous, on a pas la faute des agents immobiliers. J'ai cherché un appartement. Ma soeur cherche un appartement. C'est pas on sait plus venir à Bruxelles. C'est parce qu'il manque du logement. Il y a une crise du logement. C'est l'enjeu central de la crise du logement. Ça s'appelle l'offre et la demande. On l'a dit, il manque 50 000 logements au moins pour répondre à la demande d'ici 2030. C'est l'enjeu central du logement. C'est vraiment c'est vraiment le truc qu'il faut prendre en compte. C'est que si les gens ont du mal à trouver un logement à l'heure actuelle, c'est parce qu'il manque de logements. Louis, on continuera le débat avec toi dans un instant. Martin, pour terminer. Combien même cet argument-là serait 100% vrai, ce que vous aurez compris n'est pas tout à fait mon propos, mais imaginons même que cet argument que Louis vient d'évoquer soit 100% vrai. De toute façon, le temps de construire ça va encore nous prendre, tu parlais Vincent tout à l'heure de 3-4 000 logements par an, tu parles de 50 000, c'est une dizaine d'années. Bon, pendant une dizaine d'années, imaginons même que cet argument soit vrai, imaginons qu'on arrive à les construire à ce rythme-là, ce qui n'est déjà pas gagné, que tout le monde ait les reins suffisamment solides pour pouvoir le faire. Ça voudrait dire que de toute façon, pendant 10 ans, on va devoir continuer à accepter qu'il y ait des améliorer votre outil et travailler sur la fiscalité. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver cet équilibre-là. Et j'espère qu'effectivement, en fait, un jour, on pourra dire, en fait, l'ordonnance, elle est plus nécessaire. Okay. Mais à ce stade, elle l'est. Et si Martin, dans un an, on se rend compte que vraiment, ça ne marche pas, que les investisseurs ne viennent pas, que les rénovations se font plus, que la qualité du bâti diminue. Est-ce que tu me dis ici, tu seras capable de dire, j'ai essayé, je pensais que mon idée était bonne, aujourd'hui je vois que ça ne marche pas. Si on fait de la politique, c'est aussi pour pouvoir accepter que de temps en temps on se trompe. Ouais, mais c'est rare. C'est vrai, mais je pense qu'on s'en grandit. Tout le monde ne le fait pas toujours, mais en tout cas, moi j'essaye, tu le disais tout à l'heure, ma formation c'est une formation de scientifique et d'astrophysicien. À un moment, il y a des observables, ça marche pas. Si ça marche pas, on doit être capable de le dire et de changer les choses. Merci Martin, on te libère. On va quand même encore terminer le débat, parce qu'il y a plein de choses à dire. Désolé de vous avoir il s'enfuit. Il s'enfuit. Je ne m'enfuis pas. Merci Martin. Merci Martin. Bon, c'est très très rare les amis qu'on fait ça, mais on va faire une after parce que je pense que on reste un peu sur notre fin. Il y a encore plein de choses à dire. C'est un débat qui était très technique. Je sais pas ton avis, Eric. Peut-être même indigeste, on peut le dire au début, pertinent, mais ouais, de l'extérieur. Alors après, c'est un sujet qui est technique. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'était peut-être un peu indigeste, mais il fallait quand même passer par là. Et puis voilà. Après, c'était bien d'avoir, on va dire, argument contre argument. Ok. J'aimerais juste qu'on remette un peu de l'ordre maintenant, qu'on ait bien tout en tête, que les gens comprennent bien. Je pense à tous ces propriétaires qui ont un ou deux biens ou qui se posent la question aujourd'hui d'investir à Bruxelles. Que va-t-il se passer concrètement pour eux? Louis, la première étape, c'est quoi? C'est que le locataire va potentiellement aller sur loyer.brussels, regarder son loyer de référence. Si le résultat ne va pas dans son sens, à ce moment-là, que va-t-il faire? C'est une bonne question. Je crois que la personne va être là, elle va avoir cette information. Alors c'est vrai que l'ordonnance ne lui interdira pas de présenter ce prix-là, mais à tout moment, le locataire, enfin le preneur du contrat, pourra décider d'aller voir soit un juge, soit la commission paritaire locative pour exiger une réduction de loyer. Il aura ce droit. Pourquoi il irait voir l'un ou l'autre? Pourquoi est-ce qu'il irait directement vers le juge ou pourquoi il irait directement vers la commission paritaire d'abord? Ça, c'est à lui de choisir ce qu'il préfère. Ce qu'il préférera. Il préférera peut-être aller voir directement le juge. Ouais. Parce que de toute façon, pour que la décision soit force de loi, il faudra passer par le juge. Donc si on commence par passer la CPL remettra un avis sur le loyer, et alors le présentera devant le juge. Et le juge pourra se baser. Et le juge pourrait demander aussi un avis de la CPL si on saisit. Okay. Donc logiquement ici, le locataire, il a plus intérêt à d'abord aller à la CPL pour essayer d'avoir une sorte de jugement qui va pouvoir l'aider face au juge. Ça, ce sera à lui de voir. Il y aura des conseils qui sont différents. Je n'ai pas encore établi quelle serait la stratégie la plus optimale pour essayer d'avoir gain de cause. Mais en tout cas, l'information, elle est claire. C'est que tout logement, maintenant, tout propriétaire peut très clairement aller sur la plateforme, remplir les données et il aura son loyer de référence. Et le problème qu'on a, et on l'a déjà vu parce qu'on a demandé à beaucoup de gens de faire ces tests, on a eu beaucoup de retours, et en fait, ils se trouvent toujours avec un chiffre qu'ils n'arrivent pas vraiment à croire. Ils sont là, mais d'où il sort ce loyer qui est bien en dessous de la réalité, c'est ça? Bien sûr. Restons 2 secondes dans le côté pratico-pratique. Donc, je vais chez le juge, tribunal de paix, c'est ça? Tout ça, c'est gratuit? L'argent, qui paye ça à un moment donné? Le juge sont payés par l'État et tu peux te faire assister d'un avocat ou aller tout seul.
Si tu n'es pas, voilà, tu peux Mais donc, aller devant le juge de paix tout mais seul. donc la procédure pour le locataire de base peut être gratuite. Mais si tu veux, est gratuite, mais si tu veux être aidé, là, en plus d'un avocat, là, tu payes. Il y a des frais de procédure, mais enfin, on va pas rentrer là-dedans. Non, mais je veux savoir combien ça coûte réellement aussi. Donc, la première chose, c'est que si ton loyer est de 20% supérieur au loyer de référence, c'est pas s'il y a 50 balles de plus, c'est 20%. Mais alors 20%, on y est assez vite. On a fait quelques simulations tous et on y est assez vite. Mais tu peux aller effectivement devant cette commission paritaire qui est représentée donc avec une partie du côté propriétaire, une partie du côté locataire. C'est pour ça qu'on l'appelle paritaire, et donc il va rendre un avis. Et puis le juge de paix va lui trancher. C'est lui qui dit la loi, et il va déterminer si c'est recevable, pas recevable, si ça doit être adapté ou pas. Voilà. Mais donc, le tout justiciable peut aller se présenter tout seul ou se faire assister d'un avocat. Vincent, ça c'est intéressant, comme on est sur une commission paritaire, on disait souvent on va être jugé par qui, ce ne sera pas des propriétaires, on aura d'office des gens qui seront, on va dire, contre les propriétaires, potentiellement on pourrait se dire ça. Orienté, là c'est paritaire, donc on aura 4 propriétaires, 4 bailleurs, et on aura 4 locataires. Mais comment ces gens ils sont élus? Comment ils sont choisis? Comment on est sûr que même dans les propriétaires, on n'a pas des propriétaires qui mettent tout leur logement dans des AIS par exemple, et qui donc ont une fibre sociale particulière? Comment ça va être fixé ça? Bonne question à laquelle j'ai pas de réponse. Louis, tu as une réponse? Moi, j'ai des réponses. Je sais que le gouvernement précédent, donc avec Nawal Benamou, a essayé de mettre en place cette commission paritaire locative. Elle a fait un appel d'offres pour les candidatures et des gens ont candidaté. Et maintenant, vous avez 4 représentants sur le banc des locataires et 4 représentants sur le banc des bailleurs. Et vous avez un président qui préside cette commission paritaire locative. Celle-là, elle a été mise en place. Comme on l'a déjà dit, elle a déjà rendu 4 ou 5 avis, mais elle l'a fait en n'étant pas dans le cadre contraignant de l'ordonnance loyer abusif qu'on a maintenant. Donc c'était plus, chacun, j'imagine, avait la liberté de pouvoir un peu décider comment remettre son avis. Ici, le problème, et je crois que toute personne va se retrouver confrontée à ça, on l'a bien vu aujourd'hui, c'est tellement compliqué cette ordonnance. Ouais. Ça donne vraiment une insécurité aux gens qui veulent se lancer. Rien que ça, c'est déjà un frein. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, excuse-moi de t'interrompre, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que on parle évidemment des biens qui sont en entrée de gamme, hein, on l'a dit. Il y a une horloge, un décompte, c'est le PEB, c'est la rénovation. Donc, on va obliger, de nouveau, c'est une loi vertueuse, mais on va obliger les gens à rénover leurs biens. Mais ceux qui sont propriétaires bailleurs, ils vont devoir rénover, mais est-ce qu'ils vont pouvoir louer à des prix qui seront adaptés? Parce que ça coûte de l'argent de rénover un bien de manière, d'améliorer la performance énergétique de son bien. Donc ils vont se retrouver quelque part. Ils risquent de se retrouver, pour certains qui n'ont pas les sous, dans une impasse et de ne pas pouvoir répercuter les travaux d'amélioration qu'ils auront fait sur le loyer. Et donc, c'est un double problème avec une espèce d'épée de Damoclès dans quelques années, mais qui est bien réel. Vincent, vas-y. Sorry. On se prive vraiment du partenaire qui va aider à cette rénovation. On a besoin de la rénovation du bâti. Et ce sont les développeurs qui vont nous aider à le faire. Il faut investir 40 milliards d'euros. Les gens n'ont pas cet argent, donc ça va être fait par des développeurs, ça va automatiquement se répercuter dans le loyer, et donc on peut pas à la fois imposer de rénover un patrimoine immobilier et de l'autre côté stopper les loyers. Il faut bien, voilà, c'est mathématique encore une fois, mais il faut bien payer ces rénovations énergétiques, et on peut faire les calculs dans tous les sens. Rénover, le retour sur investissement des rénovations énergétiques, c'est en dizaines d'années, c'est pas immédiat, c'est long. Et il y a un problème qui est tout à fait sous-estimé aussi par le monde politique, c'est que les rénovations en termes de PEB à Bruxelles, on commence gentiment, on en entend parler, etc. Mais il y a un moment donné où il va falloir passer le turbo. 50%, ce sont des passoires énergétiques à Bruxelles. Mais c'est le méga turbo qu'il faudra passer. Donc il faut rénover 300 000 logements. Et moi, j'ai fait une petite estimation suivant mon expérience, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'il y aura entre 50 et 100 000 personnes qui, pendant les travaux de rénovation, vont devoir déménager. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque à des copropriétés de 50-60 appartements où on fait les travaux d'un seul coup. Et donc, tous ces gens vont devoir trouver du logement temporaire pendant les rénovations. On manque de 50 000 logements. On va créer un besoin de 50 à 100 000 nouveaux logements
pour ces travaux de rénovation. Il y a eu un cas dont on a parlé il y a 15 jours dans la presse. C'est passé de manière anodine, mais moi, ça m'a fait un petit signal d'alarme. C'est un gros propriétaire immobilier qui rénove une copropriété de 60 appartements. Ce propriétaire dit « Oui, mais moi, on m'oblige à rénover mon bâtiment, donc je le fais. Je dois faire des gros travaux. J'ai dit à mes locataires, comme c'est prévu dans le bail, vous devez malheureusement déménager. » Il y a 2 pauvres locataires qui ont dit « Moi, je me retrouve à la rue parce que je ne trouve pas de bien au même prix. » C'est le premier exemple qu'on a à Bruxelles et ce premier exemple crée déjà 2 situations de stress à Bruxelles et on en est qu'au tout début de ce processus. Alors oui, il faut rénover le bâti immobilier, mais on ne peut pas additionner autant de contraintes à un même moment au monde immobilier. Alors je vous passe les conséquences qui sont encore inconnues des turbulences qu'on voit de l'autre côté des États-Unis. Mais moi, je prévois une catastrophe sur les taux d'intérêt, sur l'augmentation de nouveau des prix des matières premières. Le plan RIARM Europe, 800 milliards d'euros, eh bien, on va allouer la main-d'œuvre et les matières premières sans doute là-bas. On va avoir un gros problème en immobilier dans les années à venir. Et je pense que... Alors, et c'est un message. Enfin, voilà. Et en nous écoutant, je me dis, qui comprend quelque chose à ça? Est-ce que nos auditeurs comprennent? Parce que même moi, voilà, en fait, je suis locataire. Je suis propriétaire d'un bien d'investissement. Ça, c'est particulier, mais je suis locataire du bien dans lequel je vis pour l'instant. Mon loyer dépasse largement la grille des loyers. Si j'avais envie en tant que spécialiste, entre guillemets, je ne sais même pas ce que je devrais faire. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un message qu'on a essayé de faire passer sur les réseaux sociaux en disant « Nous, on est là pour protéger le locataire. On ne vous explique pas comment, parce que c'est hyper technique, mais on est là pour protéger le pauvre locataire et le développeur. Il s'en met plein les poches. Je suis désolé, voilà, je caricature, mais c'est comme ça. On a besoin de ces gens. Je connais beaucoup de développeurs. Ils ne sont pas là uniquement pour essayer de gagner. C'est fini cette période. Hein, c'est fini depuis très longtemps, le développeur qui gagne des millions facilement en ramassant les billets à l'appel. C'est fini. Ils sont là pour gagner de l'argent et c'est pas un métier honteux, hein. Je veux dire, on travaille tous pour gagner de l'argent. Et un développeur, il développe et il prend beaucoup de risques. Il prend des risques, il paye des intérêts qui sont monstrueux. Il doit attendre des années. Donc, il doit aussi avoir une rentabilité. Je veux dire, c'est tout à fait louable. C'est la même chose que si on investit dans de l'art, de l'or, des métaux, etc. Et on veut avoir une rentabilité. C'est pas quelque chose de honteux. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on a au sein des gens qui ont vraiment soutenu ce texte. Parce qu'il n'y a pas que le PS de Martin Casier qui a communiqué là-dessus. Il y a aussi le PTB qui a communiqué en masse sur ce texte. C'est d'ailleurs grâce à leur soutien que ce texte est passé. Et eux, ils viennent avec une vision très différente de l'économie. En fait, eux, ils ont cette vision où l'économie, c'est un jeu à somme nulle. Donc, soit il y a des gagnants, soit il y a des perdants. C'est un peu comme Trump, avec ses gagnants et ses perdants, mais eux, c'est les oppresseurs et les opprimés. Ouais. Et donc, la logique, c'est toujours, ils peuvent pas se dire que, en fait, l'économie, c'est l'échange entre une personne qui a quelque chose et qui la donne à l'autre, il y a un service qui se crée, il y a une synergie. Une création de valeur. Exactement. Et donc, ils se disent, si un locataire paye un loyer, forcément, il s'appauvrit pour enrichir son propriétaire. Et donc, pour eux, la relation, déjà, elle est mauvaise de base. C'est pour ça qu'ils veulent pas de propriétaire. C'est comme si on disait qu'un boulanger, en fait, il vend du pain, mais il ne pourrait pas faire de bénéfice parce que c'est malhonnête de faire du bénéfice sur la faim de ses clients. Mais... Ce raisonnement n'est pas bon. Après, j'entends les amis, et c'est vrai que j'ai eu ce débat avec quelques amis plutôt de gauche, et c'est vrai qu'ils me disent... des amis de gauche, toi. Quelques-uns. Ouais. C'est pas facile tous les jours, hein. On se voit un peu moins en ce moment, mais ils me disent alors, ouais, mais c'est quoi alors ta solution? Parce que la réalité, elle est là. Les loyers, ils explosent. Et ça, on peut pas le nier non plus. Les loyers explosent. Alors, tu diras, oui, tu vas à 100 mètres au nord, quelques kilomètres au nord, quelques kilomètres à l'ouest. Il n'y a pas une solution. On est quand même bien à Bruxelles. Il n'y a pas une solution qui est universelle. Sinon, je veux dire, on l'aurait déjà mise en place. Mais on peut jouer sur la fiscalité. Quoi concrètement? Parce qu'il y a des politiciens qui vont nous regarder, Eric. On pourrait imaginer dire que... D'abord, moi je te le dis, il faut modifier cet outil. Il faut qu'il soit plus réaliste et plus efficace et plus proche de la réalité. Il faut aussi consulter le marché et aller voir. Il faut aller voir un échantillon de 300 biens à louer à Bruxelles. C'est pas compliqué. Et faire le truc. Et on va voir que c'est largement en dessous, à mon avis, de manière systématique. Donc, on pourrait, revoir l'outil. Ça me paraît évident. 2, dire, un peu comme les AIS. Si vous demandez un loyer modéré dans une AIS, qu'est-ce qui se passe? Payez pas de précompte immobilier.
et vous avez la garantie que votre bien sera loué, il n'y a pas de vide locatif. Donc quelque part, et vous avez une tranquillité absolue. Donc c'est une moindre rentabilité, mais plus de tranquillité. Et ben ça, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de transposer sur le marché locatif privé, par exemple. Louis, d'autres idées que vous avez évoquées peut-être? Écoute, j'en ai déjà parlé. L'enjeu central, quand il y a une augmentation des loyers, c'est pas ce qui manque des logements. Plus de logements. C'est vraiment l'enjeu central. Alors c'est pas si facile de juste construire du logement. Ça se fait pas en 2 temps. Oui. Il y a des coûts qui rentrent dans la construction. Il y a des enjeux. Il y a toute une série de freins administratifs aussi qu'il faut identifier. Mais si on ne mène pas une politique en priorité qui essaye d'augmenter du logement, ça va avoir un impact et surtout sur les profils les plus fragiles. C'est ça qui est vraiment frustrant en plus sur ce débat. C'est que construire plus de logements, et c'est pas juste une théorie, c'est vraiment, il y a des villes qui le mettent en application. On a un exemple très concret qui fait vraiment état, parce qu'après la crise Covid, on a vu des bulles immobilières se créer un peu partout, des hausses qui ont augmenté. Il y a une ville qui a fait un pari quand même très fort, c'est la ville d'Austin au Texas, 2 millions d'habitants, donc c'est pas un petit village. Ils ont radicalement revu leur politique de permis pour la construction. Ils ont quadruplé le nombre de nouveaux projets qui arrivaient. Résultat des courses, en 2 ans, les loyers ont baissé de 22%. Et les bailleurs proposent les 3 premiers mois gratuits à un candidat locataire, tellement que le marché s'est développé de cette manière. Alors, ça amène aussi son lot de problématiques, mais c'est un exemple clair que si on veut s'attaquer à la tension sur le marché locatif, il faut une politique qui augmente le nombre de logements. Alors, on va dire, oui, mais les personnes les plus fragiles, il y a des mécanismes qui peuvent être réfléchis. Je vais être de bonne guerre. Nawal Benamou a mis en place une solution, l'allocation loyer, qui depuis 20 ans a reçu le soutien du MR dans l'opposition. Le MR, ça fait 20 ans qu'on est de l'opposition à Bruxelles, ça fait 20 ans qu'on a soutenu ce mécanisme. Ce mécanisme permet à des profils plus fragiles d'avoir une aide pour essayer de trouver un logement. Super. Oui, mais c'est super, mais en même temps, la logique, c'est l'État qui finance ça. Mais si les loyers continuent à augmenter, non, mais c'est comme la sécurité sociale. Oui, mais si les loyers continuent à augmenter, et c'est ce qu'on observe, forcément plus de gens vont être en situation de demander cette allocation. À un moment donné, c'est une mesure qui est sympathique, mais qu'on va pas pouvoir assurer ad vitam aeternam. Donc c'est une solution, on va dire, c'est un accompagnement une rustine temporaire avant de trouver des solutions plus sérieuses. Mais c'est pas non plus la solution miracle. La solution miracle, c'est pas une solution miracle, c'est la solution évidente. Mais elle n'est pas évidente à mettre en place, c'est faire avoir une offre et une demande qui se rejoignent. Et aujourd'hui, on sait, c'est pas le problème des loyers, le problème des taux d'intérêt, le problème des permis d'urbanisme, c'est une crise du logement. Il n'y a pas assez de logements pour le nombre d'habitants. Et ça va continuer de s'amplifier si les pouvoirs publics ne réagissent pas et ne vont pas dans le bon sens. Vincent, Eric, j'ai quand même envie qu'on fasse... Enfin, j'ai envie de réagir. Je suis à la fois d'accord et je voudrais quand même apporter un petit bémol. Je vais peut-être en choquer beaucoup, mais Bruxelles n'est pas une ville chère en termes d'immobilier. Alors c'est choquant de dire ça, je sais, mais se loger à Bruxelles ou acheter de l'immobilier à Bruxelles est quelque chose d'assez raisonnable si on se compare bien sûr à d'autres capitales ou d'autres villes. Il faut savoir qu'un bien immobilier à Bruxelles, maintenant un bien neuf, ça se vend à 4 000 € du mètre carré. Malheureusement, les coûts de construction, les coûts de main-d'œuvre, la fiscalité, le temps d'attendre pour avoir un permis font que produire du logement coûte 4 000 € du mètre carré. Et on ne sait pas descendre, on n'est pas dans d'autres capitales où il y a un grand delta entre le coût de construction et le prix de vente et on peut jouer là-dessus. Ici, on peut jouer à la marge. Donc, on ne va pas vraiment, je pense, arriver à descendre le coût du logement de manière assez radicale. Et comme le loyer est un bête multiple du prix de vente d'un immeuble, on ne va pas pouvoir jouer là-dessus. Ce que je déplore un peu dans cette mesure, c'est qu'elle est un petit peu... C'est la même pour tout le monde alors que on doit s'attaquer à certains segments qui en ont véritablement besoin et où là on pourrait apporter des aides. Mais voilà, c'est quelque chose c'est un peu fourre-tout, on met tout le monde là-dedans et tout le monde regarde ce qui lui plaît ou ce qui lui plaît pas et essaye de tirer son plan avec ça. Je pense que l'objectif est raté, en tout cas pour les classes sociales qu'on essaye de défendre par cette mesure. Je pense qu'on l'a évidemment compris. Vincent, Eric, j'ai quand même envie 2 secondes qu'on fasse un petit examen de conscience 2 secondes. Parce que dans chaque émission, globalement, on dit aux gens d'investir, on leur dit comment avoir le cash flow le plus positif possible, on leur dit que c'est ça qu'ils doivent aller rechercher avec différentes techniques, etc. Et forcément, nous aussi, on joue un peu à ce jeu de dire faites ça pour essayer d'avoir le cash flow le plus élevé. Et donc, on contribue. Mais si, on n'est pas occupé. Ok, d'accord, tu me titilles. Mais on joue aussi dans ce jeu, on participe à ce jeu de l'augmentation du loyer potentiellement aussi, avec le discours qu'on tient de dire investissez et faites en sorte d'avoir un cash flow en mettant des loyers à la hauteur de... On essaie de créer un investisseur. Moi, je ne suis pas un promoteur, moi. J'ai un bien
d'investissement, qui était un cote étudiant. Ce cote a été construit, il n'y avait rien. Il a été construit et il y a là-dedans 85 logements, studios étudiants. Il y a 85 étudiants qui peuvent loger. Alors ça coûte 700 € par mois de loyer. Je ne touche pas 700 € par mois. Il y a un gestionnaire, etc. Je paye, j'ai un cash flow négatif, peu importe. Mais moi, j'ai le sentiment d'avoir investi dans quelque chose à un prix correct, de demander un loyer qui est correct. Je ne me dis pas, maintenant, c'est entre les deux, entre la VUB et l'ULB, pour ceux qui connaissent Bruxelles, c'est un emplacement idéal. On demande des loyers qui sont des loyers corrects pour nous avoir une rentabilité qui soit OK, mais pas un truc où on est des vampires assoiffés de sang. Donc, je crois qu'il faut essayer... Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est les marchands de sommeil. Parce que aussi, dans leur communication, c'était on veut lutter contre les marchands de sommeil. Alors, je l'ai dit déjà plusieurs fois sur ce plateau, je le redis encore, le marchand de sommeil, c'est un salaud. Et je ne pense pas qu'on lutte contre un marchand de sommeil en envoyant un locataire précaire, peut-être pas en situation tout à fait régulière dans notre pays, qui ne parle peut-être pas tout à fait notre langue, se balader devant une commission paritaire du loyer, du logement. Il faut traquer les marchands de sommeil de manière beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus sévère. Mais donc, là aussi, c'était les grandes annonces. On va maintenant pour lutter contre les marchands de sommeil avec ça. Je trouve que c'est vraiment, c'est de nouveau un outil qu'on utilise de manière totalement dévoyée. Parfait, merci les amis pour cette belle émission qui était très longue mais très riche, très dense en informations. Je vous propose de continuer le débat évidemment en commentaire. On va faire un dernier tour de table pour être sûr que vous ne soyez pas frustrés de repartir chez vous. Et j'aurais dû dire ça. On sait que tu fais ça, Eric, tu me rappelles après, j'aurais dû dire ça. Est-ce que je peux revenir? Non, non, les lumières sont éteintes, Eric. Sors de ce studio. Calme-toi. On va terminer par toi, Louis, puisque c'était l'autre invité. Eric, ton dernier mot, ton mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est qu'on est tous d'accord sur l'utilité de ne pas pratiquer des loyers trop élevés et de défendre ceux qui sont les plus vulnérables. Je pense que l'outil n'est pas utilisé correctement et n'est pas conçu correctement. Okay. Et si tu avais un message à passer à ceux qui investissent, tu as envie de leur dire barrez-vous ou venez quand même à Bruxelles? J'ai envie de leur dire de faire attention, de continuer d'investir à Bruxelles parce qu'il faut de l'investissement à Bruxelles, mais je peux comprendre leurs craintes. Vincent? Pas grand-chose à rajouter au message de Eric. Bruxelles est vraiment une belle ville. J'espère qu'on arrivera à garder et attirer des nouveaux habitants dans notre belle ville et qui pourront tous être logés de manière correcte à un prix normal. Et une belle classe moyenne surtout qui doit absolument revenir ici à Bruxelles. Louis, on le rappelle, député et maire, tu es resté dans le plateau, donc tu as eu un petit bonus. Si tu avais un dernier mot à dire... Ici, le truc, c'est qu'on a été très, très, très dur sur cette mesure, à juste titre aussi, parce que c'est une mesure qui est très dure. Mais si je peux avoir un message quand même un peu d'espoir, c'est qu'un texte qui a été voté si rapidement, il peut être retiré aussi rapidement aussi. Et donc, nous, ici, on est actifs au Parlement. On sait que le texte, il a eu une majorité, mais la plus courte possible. Il a été soutenu par 45 députés sur 89. Et donc, quand on est au Parlement, on bosse, on va voir tous les autres députés, peu importe les partis, et on va les confronter par rapport à cette information, qu'ils comprennent, qu'ils se rendent bien compte de tous les effets négatifs qui vont arriver avec cette mesure. Et moi, et les membres de mon groupe, on est le plus grand groupe au sein du Parlement, on est 21 députés sur les 89, on va continuer ce combat à essayer de convaincre les autres députés, de voir les manquements qu'ils ont mis. On va partager certains objectifs pour soutenir les locataires qui ont le plus besoin. On a parlé des marchands de sommeil, il y a bien sûr d'autres mécanismes qui peuvent être mis en place pour lutter activement là-dessus, mais pas avec un mécanisme aussi bancal, qui fait autant peur à l'investissement. On va vouloir vraiment le retirer le plus vite possible et pouvoir sereinement se mettre à la table pour avoir un gouvernement qui va prendre des vraies politiques structurelles pour essayer d'améliorer les conditions à Bruxelles, parce que Bruxelles en a grandement besoin. Martin, je voulais pas aller là-dessus, mais quand même rapidement, vraiment quelques minutes, parce que c'est vrai que cet épisode il est tourné au moment où il n'y a toujours pas de gouvernement à Bruxelles. Cette mesure, elle a été votée d'une certaine manière, avec une coalition de gauche, notamment du PTB, c'était historique. Toi qui es dans les coulisses tous les jours du Parlement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore espérer avoir un gouvernement avec le MR où finalement se dessine une coalition des gauches et Bruxelles n'aura pas ce gouvernement avec le MR et on est reparti pour 5 ans sans la droite au pouvoir? Nous, ce qui est clair, c'est qu'on ne va jamais abandonner Bruxelles. Ok. On va jamais abandonner Bruxelles. Si ça fait 20 ans qu'on est dans l'opposition, c'est pas pour autant qu'on veut que ça se continue. Mais ça, c'est un discours politique, Louis. Oui, dis-moi concrètement. C'est un discours de vérité. Qu'est-ce que vous êtes on est engagé en politique sur des éléments de vérité. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes on va jamais l'abandonner. Vous êtes encore optimiste aujourd'hui pour monter au pouvoir
David Lester, il est encore optimiste. Quand on le voit dans les interviews, il y a une forme de nonchalance. Il va jusqu'à dire comme ça, au final, il n'a jamais été vraiment formateur. Et puis, on sent qu'il est même romantique, nostalgique. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a encore de l'optimisme là ou pas? C'est parce que David Lester s'est battu pendant de longs mois pour essayer d'être l'homme liant, pour rassembler tout le monde à table. Il a même pas su avoir les gens à table tellement que la situation était compliquée. Okay. Enfin, à un moment donné, c'est normal, ça reste un être humain. Essayer d'avoir autant de gens pour essayer de... Alors qu'on est face à une urgence budgétaire, une urgence d'investissement. Donc, tous ces enjeux, à un moment donné, ça a un impact sur une personne. Mais je vais vraiment clôturer sur la question que tu m'as posée. Ouais. Nous, on voudra toujours pouvoir aller au gouvernement maintenant. C'est le mandat qu'on a ressenti par rapport au signal que l'électeur nous a envoyé. Donc, coûte que coûte, jusqu'au bout, on essaiera de trouver des solutions pour Bruxelles. Mais pour ça, il faut que d'autres viennent avec nous. Et vous pourriez pardonner au PS, puisque mathématiquement, vous devez vous associer à eux. Je ne vois pas d'autres alternatives. Ou alors un gouvernement minoritaire, ou je ne sais pas tout quoi, mais bref, vous devez vous associer à eux pour avoir un gouvernement majoritaire. Vous allez leur pardonner d'avoir fait cette chose-là avec le PTB? Mais nous, à partir du moment où quelqu'un prend en compte l'enjeu et la situation politique, bien sûr qu'on va travailler avec toute personne qui sera vraiment crédible et qui aura vraiment cette volonté d'améliorer la situation de Bruxelles. Mais c'est sûr que les éléments qui nous sont présentés face à nous rajoutent un poids sur ces éléments-là. Vincent, t'es optimiste toi ou pas? Rapidement, c'est vraiment... tu peux juste dire oui ou non. Sentiment mitigé. Tu crois ou pas? Tu crois encore un gouvernement avec David Lester comme vice-président? Vraiment mitigé. Et tu penses que c'est nécessaire pour Bruxelles que le MR monte au pouvoir? Je pense qu'il est nécessaire pour Bruxelles qu'on ait un gouvernement. Je pense qu'on est à un moment donné où chacun peut avoir ses préférences. Maintenant, on a besoin d'un gouvernement. J'ai pas envie de dire quel qu'il soit parce que c'est la porte ouverte à beaucoup de dérives. Mais on a besoin de savoir avec quelles règles du jeu on va jouer sur les années. On joue pas, on s'entend bien, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer sur les 4 années à venir? Si on n'a pas de gouvernement, on court à la catastrophe. Eric, t'es un grand joueur de poker. Si tu devais miser, tu mises sur la tutelle, tu mises sur la minorité ou tu mises sur le MR qui monte en majorité? Malgré le fait que je sois de temps en temps un tout petit peu vindicatif, je mise sur le fait que les gens retrouveront le bon sens et le sens de l'intérêt commun. Donc, et puis en politique, ça se déteste et puis ça se fait des bisous assez vite après. Donc, moi, je crois qu'ils vont retrouver le sens des réalités. J'ai hâte de voir les bisous de David Lester et d'Ahmed Lawège. Merci, les amis, d'avoir participé à cette émission qui était très intéressante. Le débat, vraiment, ici, il continue en commentaire. On compte sur vous pour donner votre avis, pour réagir, pour continuer à argumenter. Moi, je veux que cet épisode devienne la référence, le Wikipédia, on va dire, de la grille contre des loyers. On l'enverra à tous les politiciens et comme ça, ils auront une base un peu sérieuse pour décider. Les amis, je vous dis à très bientôt et on remercie évidemment tous nos partenaires sans qui cet épisode n'aurait pas pu se faire. Imovlan, le CEO est à côté, on a PNV aussi Assurance, on a Brico, on a Eloya et on a un petit nouveau, Thomas Épiron.